La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème « Évaluation du plan gouvernemental, un État plus fort en Seine-Saint-Denis ». Ce débat a été demandé par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. À la demande de ce dernier, il se tient en salle Lamartine afin que des personnalités extérieures puissent être interrogées. La conférence des présidents a décidé d'organiser ce débat en deux parties. Nous commencerons par une table ronde en présence de personnalités invitées d'une durée d'environ 1 heure. Puis nous procéderons, après avoir entendu une intervention liminaire du gouvernement, à une nouvelle séquence de questions-réponses d'une durée d'environ 1 heure également. La durée des questions et des réponses sera limitée à 2 minutes, sans droit de réplique. Pour la première phase du débat, je souhaite la bienvenue à Maître Amine Ghenim, avocat bâtonnier de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir. Madame Albertine Munoz, juge près le tribunal judiciaire de Bobigny. Bonsoir. Monsieur Grégory Tuisa, secrétaire départemental du SNES-FSU 93. Bonsoir. Et monsieur Herman Germer, secrétaire départemental de l'unité SGP Police 93. Bonsoir. Je vais donner maintenant la parole à chacun de nos invités pour une intervention d'environ 5 minutes. La parole est à Maître Amine Ghenim. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de nous avoir donc invités à cet échange. Et c'est bien volontiers donc que nous y participons en tant que barreau. Il y a à peine quelques semaines, et à travers une tribune qui a fait grand écho et qui a été publiée donc dans un grand quotidien, qui a été signée par des milliers de magistrats et de personnel de greffe, à travers cette tribune, les grandes difficultés auxquelles est confronté le service public de la justice ont été mises en avant. Il était question à travers cette tribune de conditions de travail dégradées, d'une justice rendue dans la précipitation. Il a été question également d'une justice déshumanisée. Ce constat et ces difficultés ne sont pas nouvelles et l'ensemble des professionnels du droit, et notamment les avocats, usant de leur liberté de ton, n'avaient pas manqué d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la gravité de la situation. Dans un département comme celui de la Seine-Saint-Denis, ces difficultés sont aggravées et elles se posent avec encore davantage d'acuité. Vous connaissez, Mesdames et Messieurs les députés, les particularités de notre département. Vous connaissez également les particularités et la sociologie particulière de ce département, caractérisé par une grande pauvreté, par une concentration de population en difficulté, et avec tout ce que cela suppose comme besoin en droit qui s'exprime davantage que dans d'autres territoires. Malgré quelques progrès comparés à il y a 5 années, par exemple, il y a eu certes des renforts en magistrats et en personnel, mais nous sommes très très loin de répondre aux besoins pressants et véritablement urgents. Les besoins sont pressants dans beaucoup de domaines. Ils sont pressants dans la justice du quotidien, en matière familiale, en matière de surendettement et dans quasiment tous les domaines de l'activité judiciaire dans un tribunal. Nous sommes le premier tribunal pour enfants en France, cela est bien connu. Jusqu'à l'heure actuelle, les mesures éducatives ne sont exécutées qu'au bout de plusieurs mois. C'est un constat et une réalité. Encore aujourd'hui, les juges des enfants en Seine-Saint-Denis éprouvent de très grandes difficultés au quotidien pour trouver des places pour des jeunes enfants. Tous les soirs, ces magistrats et les éducateurs de la juridiction font des efforts absolument considérables. Mais nous sommes, je le répète, encore très loin de ce qu'il faudrait dans un tel département, y compris en termes d'accueil des justiciables. Un tribunal comme celui de Bobigny ne peut pas être regardé comme toute autre juridiction. Les besoins sont particuliers. Vous avez y compris des problèmes de connaissance de la langue. Cela est bien connu également.
dans ce département sont concentrées beaucoup de populations étrangères qui ne parlent pas le français. Et donc, y compris dans ce domaine, on ne peut pas regarder une juridiction comme celle de Bobigny à travers le prisme de chiffres ou de schémas ou d'organigrammes prévus à l'origine. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons pour Bobigny, et on s'en félicite d'ailleurs, un projet de construction d'un tout nouveau tribunal quasiment qui viendrait s'ajouter à celui qui existe actuellement. Nous avons eu un débat, et nous sommes encore en train d'avoir un débat avec l'agence immobilière du ministère de la Justice. Et nous avons insisté sur le fait que cette dimension et ces particularités doivent être prises en compte, y compris en termes d'espace à réserver aux avocats. Je ne plaide pas pour notre profession. Nous avons des activités d'assistance aux victimes. Nous apportons des conseils à des populations véritablement en besoin et en détresse parfois. Eh bien, nous avons indiqué à cette agence qu'il ne fallait pas raisonner selon des normes techniques, mais qu'il fallait intégrer ces réalités et ces besoins, y compris dans la conception architecturale des lieux de justice dans un département comme le nôtre. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, malgré les efforts, nous sommes très très loin, en un mot, de ce qu'il faudrait comme moyen humain supplémentaire pour véritablement aboutir à un fonctionnement à peu près harmonieux de nos juridictions. Les réformes initiées depuis quelques années, les réformes procédurales notamment, n'ont absolument pas été de nature à améliorer les délais de traitement des dossiers. Elles sont venues rendre plus difficile l'accès à la justice et au droit. Elles constituent aujourd'hui de véritables freins. Les réformes, je prends un exemple, les réformes sur le plan prud'homal, le fait que la requête pour introduire une action devant le Conseil des prud'hommes soit devenue aussi complexe, a été véritablement de nature à décourager des justiciables. Ce sont des réalités, alors que la procédure, à l'origine, est destinée à encourager l'accès au droit, alors que la procédure, à l'origine, est conçue comme un moyen de sécuriser un parcours de droit, eh bien, nous sommes arrivés à une situation où les réformes successives sont devenues un véritable obstacle. Quelles sont les perspectives ? Quand on jette un coup d'œil sur les orientations qui ont été données aux États généraux de la justice, nous avons globalement deux axes. Et nous disons avec fermeté et avec force que ces orientations ne seront pas de nature à régler les problèmes du service public de la justice et encore moins dans un département comme le nôtre. Quelles sont ces orientations ? Premièrement, renforcer la dématérialisation. Bien évidemment, nous n'avons absolument rien contre cette ouverture à la modernité. Mais la modernisation ne signifie pas non plus exclure des populations. C'est une réalité, il faut la comprendre. Dans un département comme la Seine-Saint-Denis, vous avez encore des gens qui ne savent pas utiliser, qui n'ont pas accès à un ordinateur. Donc, contraindre les gens, au moment où ils veulent saisir une juridiction, à passer par l'outil informatique, peut être un facteur véritablement de discrimination. Il faut donc accompagner cette modernisation de la mise en œuvre de possibilités pour les justiciables de pouvoir véritablement accéder au service public de la justice. Donc cette question de la dématérialisation, il faut bien comprendre qu'elle ne règle pas tous les problèmes et que nous avons besoin d'entendre et de répondre aux besoins de cette population de plus en plus en difficulté. Deuxième axe, c'est ce qu'on appelle les procédures de médiation ou encore d'alternatives au conflit, et c'est tous les modes amiables de règlement des conflits. De la même façon, nous n'avons pas d'opposition de principe au développement de ces procédures et de ces processus. Au contraire, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont complètement détournés de leur objet. En réalité, pour pallier à une insuffisance de magistrats et de greffiers, on veut à tout prix orienter les justiciables vers ces processus de médiation. Processus de médiation qui ne sont pas toujours gratuits d'ailleurs. En droit du travail, quand vous avez un salarié qui vient saisir le Conseil des prud'hommes et auquel on veut imposer une médiation, il faut savoir que ces médiations ont un coût. Et les justiciables n'ont pas toujours la possibilité de payer ces prestations. Les bureaux d'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle dans un département comme le nôtre a besoin d'être renforcé.
malgré tous les efforts faits depuis quelque temps par les chefs de juridiction successifs, nous sommes encore très loin de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins. D'autres réalités encore sur lesquelles je voudrais... Maître, je me permets de vous inviter à davantage de concision, sinon nous n'aurons pas le temps de tous nous exprimer. Je vais le faire, Madame la Présidente. Un chiffre éloquent et édifiant et significatif en termes de nombre de magistrats. Ces chiffres sont issus du discours prononcé il y a 48 heures par le procureur de la République de Bobigny lui-même devant le tribunal de commerce de Bobigny. Nous avons 50 magistrats au parquet. Il en faudrait, selon ses propres termes, au moins 188. Ce chiffre est suffisamment édifiant et révélateur des besoins immenses en justice et en moyens de notre département. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Maître. La parole est à Madame Albertine Munoz. Merci. Je vous remercie également pour cette invitation que je pense très importante, notamment puisque nous sommes les représentants des services publics au sein de la Seine-Saint-Denis. Et je pense qu'on doit avoir une approche globale de la situation qui est, je pèse mes mots, je trouve catastrophique. Alors je remercie également Monsieur le bâtonnier d'avoir évoqué cette tribune qui a été signée par la grande majorité des magistrats de France, puisque j'en suis une des rédactrices. Et pour tout vous dire, messieurs et mesdames les députés, les exemples que nous donnons dans le cadre de cette tribune, ce sont des exemples que j'ai moi-même vécus en tant que magistrate en Seine-Saint-Denis. Donc je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je trouve que les exemples sont plutôt éloquents. Je reviendrai peut-être sur ces exemples si j'en ai le temps. Pourquoi la situation est catastrophique ? D'abord parce qu'il y a un manque structurel des effectifs au sein du tribunal de Bobigny. Donc malgré les efforts qui avaient été annoncés et qui ont donné lieu, certes, à une augmentation des magistrats du siège seulement, le fait est qu'on part de tellement loin que cette augmentation n'est absolument pas suffisante, puisque aujourd'hui, en tout cas du côté du siège, nous sommes 140 magistrats, et selon la moyenne européenne qui fait référence, nous devrions être 292 magistrats. La situation est encore plus catastrophique du côté du parquet, comme vient de vous le préciser monsieur le bâtonnier, puisque, en effet, actuellement, ils ne sont que 53 procureurs, enfin parquetiers, alors qu'il devrait être 188 magistrats. Alors, on parle beaucoup de chiffres, mais ça veut dire quoi concrètement, le fait qu'il n'y ait que 53 magistrats du parquet, alors qu'il devrait être 188 ? Eh bien, il y a d'abord une dégradation, notamment au niveau pénal, de la réponse qui peut être apportée par les procureurs de la République concernant les résultats, du coup, qui sont effectués par les policiers sur le terrain. Ça veut dire notamment en matière de poursuite des infractions de stupéfiants, pour vous donner un exemple très concret, parce que je pense que c'est important de dire où on en est là, nous, en juridiction. Actuellement, tout ce qui est convocation, remise par officier de police judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou proposition de stage, eh bien, les parquetiers nous disent qu'ils n'ont plus de plage horaire à proposer. Donc ça veut dire que là, tout est complet jusqu'en décembre 2022. La seule alternative qui s'offre aux parquetiers, c'est d'envoyer en comparution immédiate les personnes qui sont poursuivies dans le cadre de ces infractions. Sauf que la comparution immédiate, normalement, est censée être l'exception et pour des infractions spécifiques, notamment lorsque on veut éventuellement que la personne soit incarcérée à l'issue de l'audience. Donc on voit bien qu'on a des outils qui sont quand même assez complets pour répondre à la délinquance, sauf que le parquet n'a pas les moyens d'utiliser ces outils et qu'il est contraint même, on peut le dire, de finalement modifier le sens, en tout cas, de ce que devrait être la comparution immédiate, notamment en matière de stupéfiants. Et ce qui implique une perte de sens. Mais ça, on le vit, nous, en tant que magistrats, qu'on soit magistrat du siège ou magistrat du parquet. C'est-à-dire qu'on se demande finalement à quoi sert tout le travail qu'on fait, sachant qu'on travaille énormément, qu'on travaille les week-ends, qu'on travaille les vacances pour essayer d'écluser les stocks. Mais même comme ça, en fait, on apporte constamment des réponses dégradées, que ce soit en matière pénale ou en matière civile. Les fonctionnaires de grève, parlons-en, puisque eux aussi, ils souffrent beaucoup de cette situation. Alors justement, en plus, l'idée de ce rapport, c'était que les fonctionnaires de grève soient pris en compte, notamment pour les inciter à rester dans le département ou en tout cas à venir. Ce qu'on constate aujourd'hui, 2 ans après la rédaction de ce rapport, c'est qu'il
Il y a un manque d'effectifs chroniques, alors là, qui est encore plus important que chez les magistrats, alors qu'on sait très bien que la justice ne peut pas fonctionner sans les fonctionnaires de greffe. Pour revenir aux chiffres, actuellement, ils sont 565 fonctionnaires de greffe au sein du tribunal judiciaire de Bobigny, et selon la moyenne européenne, c'est-à-dire qu'on n'essaye même pas d'être dans les pays les mieux classés de l'Union européenne, si on voudrait juste être dans la moyenne, il faudrait 1240 fonctionnaires de greffe au tribunal judiciaire de Bobigny. Et ça implique des horaires supplémentaires qui ne sont pas payés. Moi, j'ai vu des greffières aller badger et remonter dans leur bureau, puisque, évidemment, elles ont une conscience professionnelle, puisqu'on ne fait pas n'importe quel métier. Et pour autant, elles vont travailler gratuitement pour l'État, en assistant par ailleurs à des audiences qui peuvent se terminer à 2 h du matin. Le lendemain, elles doivent être au bureau à 9 h avec le salaire qu'elles touchent, puisque c'est bien ça la différence avec nous, les magistrats, c'est que le salaire des fonctionnaires de greffe n'est absolument pas valorisant, n'a pas été revalorisé, ce qui, je pense, explique aussi le manque de vocation dans cette profession. Et puis, on s'est posé également la question de l'impact de la prime, puisque cette prime de fidélisation a été ouverte dans le milieu de la justice aux fonctionnaires de greffe. Alors, ce qui ressort des organisations syndicales des fonctionnaires de greffe, c'est que ça, en tout cas à l'heure actuelle, ça ne semble pas avoir eu un impact, puisque les demandes de mutation sont toujours plus élevées. Deuxième point que je voulais aborder, c'est aussi, au-delà de notre tribunal même, le fait que la justice subit et pallie au manque des autres services publics partenaires. C'est pour ça que je vous disais que je trouvais ça très bien que vous nous ayez invités tous les uns et les autres, puisque je pense qu'on ne peut pas concevoir chaque service public comme une entité autonome et qui n'aurait pas de lien avec les autres. Et nous, ce qu'on constate en tant que magistrats, c'est qu'on subit une perte de sens, puisque les mesures qu'on prononce ne sont pas appliquées ou exécutées. Ce n'est pas de la mauvaise foi de nos partenaires, c'est parce qu'ils n'en ont pas les moyens d'y faire face. Et là, je pense notamment aux services éducatifs ou encore au milieu de la santé. Pour vous donner un exemple très concret, les juges des enfants de Bobigny prononcent des mesures d'assistance éducative, et les mesures qui ne sont pas des placements, donc ce ne sont pas les mesures les plus graves, mais il y a un élément de danger. Quand un juge des enfants intervient, c'est parce qu'on a une situation dans laquelle on estime qu'un enfant est en danger. Et pour autant, ces mesures mettent parfois 1 an à être appliquées. C'est-à-dire que le juge des enfants a le temps de revoir la famille 1 an après, puisqu'on prononce des mesures pour 1 an. Et quand le juge des enfants voit la famille, le juge lui dit « Eh bien oui, ça fait 1 an que vous n'avez pas vu d'éducateur, l'éducateur que j'avais nommé il y a 1 an, puisque les services éducatifs n'ont pas la possibilité d'absorber le nombre de mesures que nous prononçons. » Autre exemple, que là je tire de ma propre expérience de juge d'application des peines. Il y a bien souvent des obligations de soins qui sont prononcées, notamment en matière de violence conjugale. Donc ce sont des dossiers extrêmement sensibles pour lesquels nous nous mobilisons tous les partenaires, et nous avons bien raison. Eh bien, moi qui suis sur la commune d'Épinay-sur-Seine, aujourd'hui, les personnes condamnées qui sont soumises à une obligation de soins et qui souhaiteraient être suivies au CMP, puisqu'ils n'ont pas les moyens d'être suivis par des psychologues ou des psychiatres libéraux, il y a un délai d'attente d'1 an. Autant vous dire que pour moi et pour cette personne, il n'y a plus de sens à la mesure qui a été prononcée. Deuxième point que je trouve encore plus grave, et j'en terminerai avec ça, c'est le fait de ne pas lier au manque des services publics. Et je vous donnerai également un exemple. J'ai été juge d'instance à Bobigny, c'est-à-dire que j'étais juge des tutelles. Et j'ai dû une fois prononcer une mesure de protection pour une dame qui avait toute sa tête. Donc j'ai dû prononcer une mesure qui portait atteinte à ses libertés. Pourquoi ? Parce qu'elle arrivait en pleurs devant moi, m'expliquant que si je lui retirais la mesure de curatelle qui jusqu'alors avait été prononcée, eh bien elle se retrouvait sans personne pour l'aider, puisqu'il n'y avait plus d'assistante sociale à Bobigny. Tout ça pour vous dire que je trouve la situation extrêmement préoccupante et que c'est clairement notre état de droit qui est menacé, puisque tous les services publics du 93 sont en souffrance et sont sous-dimensionnés. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Grégory Tuisa. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je tiens à mon tour à remercier Mesdames et Messieurs les députés pour cette invitation qui permet au personnel d'enseignement, d'éducation et d'orientation d'être représenté par ma voix au titre de la FSU 93 et de donner une matière tangible à la réalité de ce qu'est le service public de l'éducation dans le département de la Seine-Saint-Denis. Alors on le sait, le rapport de la mission d'information de 2018 sur l'évaluation de l'action de l'État dans l'exercice de ses missions régaliennes dans le département a eu le mérite de réaffirmer une forme de rupture d'égalité au sein d'un département qui pourtant cumule des dispositifs dérogatoires. En matière d'éducation, le constat est sans appel.
Nous sommes dans un département, en Seine-Saint-Denis, où il y a 60% des écoliers ou des écolières, 62% des collégiens et des collégiennes de Seine-Saint-Denis qui sont scolarisés dans un réseau d'éducation prioritaire. Et pourtant, une phrase avait été extraite et avait retenu toute l'attention des personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation. C'était la suivante: le moins bien doté des établissements parisiens est mieux doté que le plus doté des établissements de la Seine-Saint-Denis. Alors ce constat n'était pas nouveau, puisqu'en 1998, déjà suite à une mobilisation sans précédent des personnels, le gouvernement d'alors, qui avait constaté à la fois la spécificité du département et le retard en termes de moyens humains et financiers qui lui étaient alloués, avait annoncé le recrutement de 3000 postes supplémentaires. Depuis, c'est à une lente dégradation, à une lente saignée horaire que nous avons assisté dans le département en termes de moyens horaires et de moyens en termes de personnel dévolus au service public d'éducation. Alors certes, depuis 2018, il est vrai que le déploiement de la mesure de dédoublement des classes de CP, CE1 et des grandes sections de maternelle en REP et REP+, a engendré la création d'un certain nombre de postes. Il ne s'agit néanmoins pas d'une mesure spécifique au département de la Seine-Saint-Denis. Outre le fait que ces dédoublements posent en eux-mêmes des difficultés au sein de notre département, les moyens alloués pour les classes non concernées par cette mesure, pour les directions d'école, pour les dispositifs comme les réseaux d'aide aux élèves en difficulté, les RASED, pour les établissements du second degré, pour la vie et l'inclusion scolaire ou encore les pôles santé sociaux, ont été, par décompensation en revanche, dans le département de la Seine-Saint-Denis, largement insuffisants. Depuis 2019, et donc les annonces du plan de l'État plus fort en Seine-Saint-Denis, et notamment son volet éducation nationale, sur lequel on pourra revenir évidemment dans le détail, notamment concernant 4 mesures qui avaient été annoncées le 31 octobre 2019 par M. le Premier ministre Édouard Philippe à l'époque. Les personnels de l'éducation nationale se sont maintes fois mobilisés pour alerter sur ce déficit de moyens qui touche tous les métiers de l'éducation nationale, sans même parler des difficultés supplémentaires liées à la crise sanitaire, et dont l'issue reste bien sûr très incertaine. C'est la raison pour laquelle, très fréquemment, l'intersyndicale de l'éducation en Seine-Saint-Denis demande ce qu'elle appelle un plan d'urgence pour l'éducation en Seine-Saint-Denis. Alors, dans le détail du rapport parlementaire, il y avait 2 faits qui avaient retenu particulièrement l'attention des personnels, 2 faits particulièrement saillants. D'abord, le fait qu'il existait de fait une forme subie d'exclusion scolaire qui prenait la forme de l'absence d'enseignants et d'enseignantes devant les élèves. Ça, c'était un fait très saillant qui avait été pointé. La deuxième chose, c'était que la politique d'éducation prioritaire ne parvenait pas, dans le département de la Seine-Saint-Denis, en tout cas, à réduire les écarts de réussite entre les établissements qui en bénéficiaient et les autres. Sur ces 2 problématiques, nous avons bien évidemment réfléchi, et les organisations syndicales de la Seine-Saint-Denis tout particulièrement. Et il est vrai que la continuité de l'enseignement n'est toujours pas assurée en Seine-Saint-Denis. Alors pour des raisons mécaniques, on nous répond très souvent au niveau de la direction départementale des services de l'éducation nationale et au niveau du rectorat de Créteil que les remplacements de moins de 15 jours, on ne sait pas faire. Donc ça reste effectivement une problématique quasiment logistique. Au-delà de ça, il est extrêmement difficile, et j'insiste bien là-dessus, d'obtenir des chiffres, des données tangibles sur l'état du non-remplacement au niveau de l'Académie de Créteil et particulièrement au niveau du département de la Seine-Saint-Denis. Tout dernièrement, lors du dernier comité technique académique, la FSU a demandé des chiffres sur les postes non remplacés au recteur de l'Académie de Créteil. Il lui a été répondu une fin de non-recevoir. Le pourcentage donc de remplacement des enseignants et des enseignantes en Seine-Saint-Denis n'est pas une fin en soi. Ce qui importe, c'est le temps scolaire pour les élèves, temps scolaire qu'ils ne peuvent et qu'elles ne peuvent pas rattraper par ailleurs. Cette perte avait été chiffrée et apparaissait dans le rapport comme une perte d'1 année sur l'ensemble de la scolarité pour les enfants de la Seine-Saint-Denis. Alors, la réalité de la Seine-Saint-Denis encore aujourd'hui, et particulièrement dans une période de crise sanitaire, ce sont des postes vacants, mais cette réalité préexistait à la crise pandémique, des personnels non remplacés. Nous avons reçu de multiples alertes dans les établissements du département. Certaines équipes étaient exsangues, et pour cause. Mesdames et messieurs les députés seront certainement intéressés par cette information. Le rectorat de Créteil n'était plus en mesure budgétairement, à la fin de l'année civile 2021, d'assurer les remplacements. Faute de crédit, il avait atteint son plafond d'emploi. Ce qui signifie que des dizaines, des centaines d'heures perdues ont été perdues par les élèves dans de nombreux établissements du département où les enseignants, les enseignantes n'étaient pas remplacés, et cela n'avait rien de conjoncturel. Je rappelle qu'il y a une décision du 27 janvier 1988 du Conseil d'État qui
très clairement, impose à l'État et au ministère de l'Éducation nationale, je la cite, l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites au programme d'enseignement. Ce qui signifie que l'État, ne remplissant pas cette obligation, déroge, et cette dérogation est constitutive d'une faute. Je pourrais donner des exemples précis. Voyons par exemple une demande d'audience adressée par le collège Jean Lolive à Pantin le 17 novembre 2021, où les enseignants et les enseignantes pointaient de pair avec les parents d'élèves qu'au 21 octobre, 832 heures d'enseignement avaient déjà été perdues, non remplacées, des remplacements longs, pas des remplacements de 15 jours, 158 heures en français, 83 heures en histoire-géographie, 141 en anglais, 83 en allemand, 5 collègues absents de manière prévisible, congé parental ou congé maternité, en l'occurrence, n'avaient pas été remplacés, et 2 classes de 3e n'avaient pas eu de cours depuis la rentrée. Des classes de 6e n'avaient ni professeur de français, ni professeur d'histoire-géographie, ni professeur d'anglais. Ou encore plus récemment, ça donne aussi une matière à réfléchir, dans la cité scolaire Henri Vallon, qui rassemble donc un collège et un lycée à Aubervilliers. Les personnels ont écrit à monsieur le recteur de l'Académie de Créteil le 18 janvier 2022 pour signifier que depuis 9 semaines, une enseignante en anglais et une enseignante en histoire-géographie n'avaient pas été remplacées, depuis le 8 novembre donc, et que des classes étaient donc sans cours d'anglais, sans cours d'histoire-géographie, une professeure documentaliste non remplacée également depuis 5 semaines, et que 4 élèves scolarisés au collège ne bénéficiaient d'aucun accompagnement AESH, malgré une notification de la MDPH. À cela s'ajoutent évidemment des effectifs de vie scolaire et des sous-effectifs chroniques en vie scolaire que les collègues dénonçaient également. Donc, on le voit bien, en une décennie, et le rapport l'avait bien montré en 2018, une très forte hausse démographique a été très loin d'être compensée par les moyens alloués, à la fois les moyens horaires et humains, le retard également sur la question du bâti, sensible en collège et particulièrement critique du point de vue du lycée. Quelques chiffres assez éloquents. Entre 2011 et aujourd'hui, dans le département, on compte 11 309 élèves de collège supplémentaires, soit l'équivalent d'une vingtaine de collèges environ dans le département. Et sans l'espace de 10 ans, on a calculé à la décennie, plus 8 780 élèves de lycée hors post-bac entre 2011 et aujourd'hui dans le département. Et en même temps, depuis la rentrée scolaire 2018, sur l'ensemble du territoire cette fois-ci, mais on en verra la traduction dans la réalité de la Seine-Saint-Denis, quasiment 8000 postes supprimés dans le second degré, soit l'équivalent de 175 collèges rayés de la carte sur l'ensemble du territoire. Je ne parle pas ici de la Seine-Saint-Denis uniquement. Mais cette baisse de moyens, qui a été un choix, en l'occurrence un choix gouvernemental, s'est poursuivie notamment dans les collèges, moins 22 équivalents temps plein, donc moins 22 postes à la rentrée 2021, moins 12 programmés pour la rentrée 2022 également. Et plus rien ne distingue aujourd'hui en termes de dotation horaire, au bénéfice direct des élèves, s'entend, un collège de l'éducation prioritaire d'un autre établissement. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible. Monsieur, je vous invite à conclure. Tout à fait. De même que dans les équipes pluriprofessionnelles, on pourrait parler aussi de la médecine scolaire, des personnels santé sociaux, des établissements découverts en termes de postes d'infirmières ou de postes d'assistantes sociales. Donc on voit bien que ici, la rupture d'égalité qui a été manifestée et qui a été signifiée par le rapport parlementaire a encore toute sa vérité. Je vous remercie. La parole est à monsieur Erwan Germer. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Je vais me concentrer moi sur la mise en œuvre du plan État fort en Seine-Saint-Denis sur le volet police nationale que j'ai décliné par les annonces donc de la prime, la mise en place des QRR, le bâtimentaire. Puis je ferai une petite conclusion. Donc, dans un premier temps, en fait, on a observé avec l'annonce de la mise en œuvre de la prime des 10 000 euros, des candidatures venues de départements limitrophes à celle de la Seine-Saint-Denis, que ce soit le Val d'Oise, les Hauts-de-Seine ou Paris Intramuros, ce qui nous a fait penser que, pour le coup, la mise en place de cette prime avait atteint un de ses objectifs. Mais malheureusement, ça n'a pas forcément perduré dans le temps, ou en tout cas, sur les mouvements qui ont suivi, on n'a pas vu cet attrait pour le département de la Seine-Saint-Denis. La cause est peut-être un manque de communication de l'administration, ce qui fait que là où cette annonce aurait pu faire en sorte de créer vraiment un attrait pour le département, les agents ne maîtrisant pas les modalités d'application de cette prime, effectivement, du coup, n'ont pas candidaté. On a aussi une problématique sur la plaque parisienne, c'est que
pour pouvoir bouger au sein de cette région administrative. On a les plus grandes difficultés pour faire venir les agents en Seine-Saint-Denis, mais ça, c'est un problème purement interne de gestion entre les différentes directions. Il y a pourtant des solutions assez simples qui dépassent le cadre du département, mais qui imposent comment dire, le fait que les agents en fait sont complètement bloqués dans leur région administrative. Ce sont des blocages statutaires liés à l'avancement, et pourtant l'encadrement en Seine-Saint-Denis, on sait tous que c'est une problématique majeure. Nous avons de jeunes encadrants parfois mal formés, et ces blocages statutaires ne permettent pas d'attirer des fonctionnaires bénéficiant d'une grande expérience en termes d'encadrement. On est interrogé régulièrement sur la mise en œuvre de cette application, toujours encore aujourd'hui, et comme l'information ne circule toujours pas, malheureusement, on ne voit toujours pas de candidats arriver sur le département. Un petit point sur les chiffres. Malgré la mise en œuvre du plan État fort, en 2015, il y avait 3664 agents du corps du CEA, d'encadrement et d'application. Ce sont les policiers que vous voyez au quotidien sur la voie publique. Au jour d'aujourd'hui, en début janvier 2022, on est à 3637 agents, ce qui fait 32 moins, malgré une forte augmentation démographique avec toutes les problématiques que l'on connaît, que ça peut engendrer sur le département. On voit qu'en fait, finalement, on est à 30 agents en moins. On estime qu'il en faudrait à peu près 300 de plus pour traiter de toutes ces problématiques. Que ce soit l'occupation des différents quartiers ou pouvoir assurer la plus simple des missions, c'est-à-dire la voiture de patrouille, la police secours, celle qui est en charge de répondre aux appels lorsque les gens composent le 17. Ces chiffres-là, ça nous donne le sentiment qu'en fait, il y a un plafond d'emploi qui ne doit pas être dépassé sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, puisque à plus 30, moins 30, on est à peu près au même chiffre, 7 ans après. Donc en fait, on se pose la question si effectivement les enjeux sécuritaires de la Seine-Saint-Denis sont pris en compte, puisque, encore une fois, 7 ans plus tard, avec l'augmentation de la démographie, il en faudrait au moins 300 de plus. On s'aperçoit aussi que il y a la population, enfin c'est pas qu'on s'aperçoit, c'est un constat, il y a la population recensée en 2013, 1 552 482 habitants. En 2018 ou 2019, c'est 1 632 677 habitants. Ça, c'est pour la population qui est recensée. Il y a aussi toute la population qui ne l'est pas et qu'on voit circuler sur le département dès qu'un conflit international éclate. On les voit directement arriver sur des secteurs très déterminés en Seine-Saint-Denis, que sont par exemple les 4 chemins à Pantin ou les 6 routes à la Courneuve. Ce sont des secteurs extrêmement ciblés où on voit ces populations arriver avec tout un tas de problématiques liées à tout genre de trafic, faux papiers, contrebande. Et donc c'est une vraie problématique qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas prise en compte encore une fois avec le nombre d'effectifs qu'on voit. Sur la création des QRR, 2 QRR quartiers de reconquête républicaine ont été créés. Il s'agit de Saint-Ouen et de la Courneuve. Alors, le problème, c'est quand on traite les problématiques de ces QRR, on se concentre sur un secteur donné. Malheureusement, c'est bien souvent au détriment d'autres secteurs. Et le dimensionnement des unités chargées à traiter l'afflux d'interpellations sur ces secteurs donnés n'est pas forcément bien calibré. Tant sur l'aspect, ça cause des problèmes tant sur l'aspect judiciaire que dans la gestion des gardés à vue, ainsi que parfois dans le fonctionnement de tout un service. Je m'explique. Quand vous créez une unité spécifique dédiée à traiter une thématique, en fait, ce sont l'ensemble des autres unités du commissariat que vous ne renforcez pas. Et donc, du coup, dans la gestion du quotidien, de la procédure, de gérer ces gardés à vue, en fait, les agents dédiés à ces tâches-là ne sont plus en nombre assez suffisant. Et donc, en fait, ça crée une surcharge de travail extrêmement importante. Et forcément, quand vous êtes en permanence en tension, la première des choses à laquelle vous pensez, c'est d'aller trouver un service où vous avez un petit peu plus de tranquillité, où on vous donne les moyens de travailler. La ressource des agents pour abonder donc, en effectif les autres... excusez-moi. Hop. La conséquence, voilà, pardon, autant pour moi, la conséquence que ça a de mettre en tension toutes ces unités, c'est que on voit les fonctionnaires effectivement quitter ces commissariats.
Et en fait, le but qu'on a voulu atteindre au départ, c'est-à-dire de traiter une problématique, on ne la traite pas forcément et on crée des transferts de charges de travail. Ces unités, elles ont été créées avec 25 fonctionnaires, donc c'est ce qu'on appelle des BTC, donc qui vont travailler dans un secteur bien précis. Mais on ne traite pas la problématique, comme je le disais tout à l'heure, sur l'ensemble du département. Quand vous créez un QRR à Saint-Ouen, à Aulnay-sous-Bois, à La Courneuve, vous avez tout autant de petites circonscriptions sur le département qu'on ne peut pas renforcer en effectif par rapport au plafond d'emploi que j'ai cité tout à l'heure. Quand vous avez 3600 fonctionnaires, il faut les répartir, et quand vous en mettez 25 de plus à Saint-Ouen ou 25 de plus à La Courneuve, vous ne les mettez pas ailleurs. Et on voit en fait des problématiques qu'on ne voyait pas sur des petites communes du département apparaître par un transfert de délinquance sur ces petites communes. Ces créations d'unités n'ont pas été anticipées, et les commissariats qui ont dû les accueillir n'en avaient pas toujours la capacité. Là aussi, cette situation a été génératrice de tensions dans les services. Je parle ici des conditions de travail et de l'ensemble des agents, qui s'est parfois dégradé, et à l'heure où la question du bien-être au travail devrait être prédominante dans la police nationale, ce millefeuille de politiques sécuritaires qui se superposent les unes aux autres, je parle des anciennes politiques sécuritaires, les UTEC, les ZSP, aujourd'hui les QRR, se font à marche forcée. Et sans anticiper, en mettant sur le devant de la scène une unité dédiée à la mise en œuvre de cette politique sécuritaire, sans pour autant se soucier des conséquences que cela peut avoir sur la vie d'un service ou sur les agents qui le composent. J'opposerai donc la mise en œuvre de ces politiques sécuritaires, pour les raisons que je viens de vous évoquer, à la volonté de fidéliser les agents dans un département où, pour reprendre les mots du discours du ministre de l'Intérieur, Édouard Philippe, tout est hors norme. Les conditions de travail, accès à la formation, l'état des locaux, les cycles de travail permettant de concilier la vie professionnelle et personnelle devraient être une priorité. Un agent bien au travail, c'est un agent épanoui et donc fidèle au poste qu'il occupe. Sur les annonces bâtimentaires, la construction de 2 nouveaux commissariats que sont Épinay-sur-Seine et Aulnay-sous-Bois, annoncés en 2023, n'ont pas encore démarré, malgré le fait qu'elles aient été annoncées depuis plusieurs années, bien même longtemps avant l'annonce du plan État-fort. Des efforts ont bien été réalisés ces dernières années sur la rénovation de certains locaux. Pour autant, de nombreux d'entre eux sont parfois à la limite de l'insalubrité. Une priorité a été donnée à la rénovation des locaux de rétention, les garder à vue, ce qu'on peut comprendre. Mais par contre, quand les locaux dédiés à la vie des agents ne sont pas, eux, rénovés, ça donne le sentiment aux agents que l'administration ne prend pas en considération les conditions de travail de leurs agents. Et donc, du coup, forcément, ils vont voir ailleurs où comment dire. Monsieur, je vais vous demander de conclure. Je vais essayer de finir. Alors, le bien-être au travail, c'est aussi... alors, excusez-moi. Le bien-être au travail, c'est aussi la pratique d'un management bienveillant, perdu depuis la mise en place de la politique du chiffre, qui perdure au sein de l'institution. On le voit aujourd'hui avec la mise en place des amendes forfaitaires, qui aurait dû rester un outil supplémentaire pour lutter contre le trafic de stupéfiants, par exemple. Il est aujourd'hui imposé aux agents d'en réaliser un certain nombre. En fait, on dévoie les outils pour lesquels je pense que l'intention est bonne, c'est-à-dire que quand on veut aller taper sur le trafic de stupes, il faut le faire tous azimuts. Créer les amendes forfaitaires, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que le système soit dévoyé. Et la politique du chiffre, c'est une catastrophe à partir du moment où on dévoie les outils utiles à régler les problématiques. Enfin, le bien-être au travail passe aussi par le bien-être dans la vie privée. Ne pas avoir à se soucier de la difficulté de pouvoir trouver une place en crèche sur des horaires atypiques. Pouvoir avoir accès à un logement digne de ce nom dans un secteur qui ne posera pas de difficulté si votre qualité de fonctionnaire de police venait à être connue. Voilà tout un tas de choses qu'attendent les policiers. C'est quoi notre décision? Merci. Merci beaucoup. Nous en venons aux questions. La première question va être posée par Monsieur Stéphane Peu, du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, à l'initiative de ce débat. Et la seconde sera posée par Monsieur François Cornu-Gentil, dont le rapport a longuement été évoqué. Je vous en prie, messieurs. Merci, merci Madame la Présidente. D'abord, très brièvement, puisque c'est notre groupe qui a initié cette séance, pour en donner un peu la raison. La raison est simple, c'est que nous sommes un certain nombre ici à être députés de ce département, à avoir travaillé étroitement aux côtés de François Cornu-Gentil sur la rédaction de ce rapport, d'avoir été satisfait d'avoir été partiellement entendu par le gouvernement, que ce rapport n'a pas été un énième rapport qui était venu... Et Coquendo, pardon, excuse-moi. Oui. Oui. L'habitude quand même de dire à chaque fois que c'est Cornu-Gentil. Pardon. J'ai quand même assisté et préparé ce rapport avec lui. Donc je tiens à le préciser. Merci. Pardon, c'est moi qui ai fait donc Cornu-Gentil, Coquendo. Voilà, merci.
Et donc, en tout cas, ce rapport n'a pas été un énième rapport qui est venu caler des armoires, mais qui a eu des effets. On a rappelé le discours du Premier ministre, puis le plan État fort en Seine-Saint-Denis. Simplement, nous sommes aussi dans ce département souvent bien placés pour savoir que on ne peut pas se contenter d'annonces ponctuelles et qu'il faut en vérifier tout au long des mois et des années qui suivent leur mise en œuvre effective. C'est revenu dans plein de vos interventions, aux uns et aux autres. La question des moyens, et notre rapport le disait, enfin, le rapport Coquendo-Cornut-Gentille le disait, tout ne pouvait pas se résumer à une question de moyens. Enfin, on voit bien que c'est quand même un préalable. Et que ce que disait fondamentalement ce rapport, c'est que même si, pour beaucoup d'observateurs, il y avait beaucoup de fonds qui étaient déversés sur la Seine-Saint-Denis à travers les différentes politiques dérogatoires, celle de l'ANRU, la politique de la ville, mais que quand on faisait tous les comptes, les politiques de droit commun étaient tellement discriminatoires à l'endroit de ce département qu'aucune politique dérogatoire ne venait compenser en fait cette rupture d'égalité républicaine en termes d'effectifs, de moyens. Alors bien sûr, tout ne peut pas se résumer aux moyens, mais c'est quand même un préalable, ça a été dit, je ne vais pas répéter ici les exemples. Ce qui vient de nous être dit sur la police est quand même assez éloquent, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, alors que ce département ne cesse de croître démographiquement, il y a aujourd'hui moins de policiers par habitant en Seine-Saint-Denis qu'il y en avait il y a 7 ans, mais qu'il y en avait aussi il y a une quinzaine d'années. Donc, pareil sur le tribunal, pareil dans l'éducation. Il n'y a pas un département en France. Alors, ce qui est paradoxal et ce qui parfois me met un peu en colère, c'est que dans ce département populaire, les gens croient en la République. Et la République est largement symbolisée par l'école, d'une part, dans laquelle on met tous ses espoirs pour ses enfants, dans la justice, parce que le droit doit être rendu et que les conflits sont nombreux, et par la sécurité, parce que c'est ce qui permet de vivre dignement et paisiblement. Et donc, quand vous avez sur ces 3 piliers de l'état de droit et de la République autant de déficiences et autant de maltraitance, parce que je pense qu'on peut utiliser le mot, et ben forcément, c'est aussi une République qui se fait mal aimer dans un territoire où pourtant elle est la plus attendue et la plus espérée sans doute que nulle part ailleurs. C'est la raison pour laquelle on veut, en inscrivant cela à l'ordre du jour de notre séance et en fin de mandature, mais je l'espère, il en sera de même dans la mandature suivante, dire au gouvernement que si nous reconnaissons ses efforts et son écoute suite au rapport Coquendo-Cornut-Gentille, on ne laissera pas, quel que soit le gouvernement, on ne laissera pas sans suite le suivi précis et sonnant et trébuchant des annonces qui ont été faites. Merci, chers collègues. S'il n'y a pas de questions précises, peut-être souhaitez-vous prendre la parole, Monsieur Cornut-Gentille ? Oui, je vais prendre le mot. Merci, Madame la Présidente. Je voulais tout d'abord remercier le groupe GDR d'avoir demandé l'inscription de ce débat qui est important, effectivement important pour le département. On a vu que c'est un département en très grande souffrance, en très grande difficulté, et puis important pour la République. Je crois que ces dysfonctionnements, c'est pas simplement l'état de droit qui est menacé, c'est la République elle-même, c'est le vivre ensemble. Et donc, je pense que c'est très important d'arriver à se mobiliser et de se mobiliser dans la continuité, comme l'a dit Stéphane Peu. Je pense que le rapport, après un certain nombre de rapports, a provoqué une sorte de déclic salutaire. Mais à écouter les intervenants de ce soir, tout ça est tellement lourd. Moi, je doute, je fais de procès d'intention à personne, hein, ni aux gouvernements qui ont précédé, ni à celui-là, ni à ceux qui suivront. Mais je vois bien qu'on est face à quelque chose d'une extrême. Voilà, toutes les difficultés françaises, il y a des bonnes volontés partout, mais il y a des inerties absolument colossales partout.
Et donc, je vais tout à fait dans le sens de Stéphane Peu. Je pense que l'objectif doit être, par-delà les clivages politiques, par-delà les postures des uns et des autres, de continuer sur la durée ce travail, parce qu'il en va de la Seine-Saint-Denis, mais bien au-delà. Je voudrais néanmoins poser quelques questions à nos intervenants de ce soir. Justement, comment pour eux... Alors bien sûr, il y a les syndicats, mais le problème est tellement lourd que je pense que ça doit être fait à tous les niveaux de la hiérarchie. Oui, je pense qu'il faut à la fois une mobilisation du Parlement, mais des élus locaux, mais des fonctionnaires qui ont le sens du service public. De leur point de vue, quel type de mobilisation... Voilà, les mobilisations traditionnelles ne marchent pas. De leur point de vue, de votre point de vue, policiers, magistrats, enseignants, quel type de mobilisation serait des natures à faire bouger les choses? C'est la question que j'aimerais leur poser. La seconde, quelle est aussi pour eux la priorité des priorités dans leur domaine? Et puis on a un petit peu évoqué, le représentant de la police l'a évoqué, moins les autres représentants, sur la question centrale du turnover. Quelle est leur vision et quelle est leur... Je ne suis pas sûr s'il y avait une solution magique qu'elle serait trouvée depuis un moment, mais quelle est leur approche de ce sujet qui est vraiment crucial pour l'avenir du service public en Seine-Saint-Denis? Merci. Merci, chers collègues. Alors, en 2 minutes maximum, Monsieur Guermeur, vous souhaitez prendre la parole? Bon, je veux bien juste faire une petite aparté. C'est ce qu'attendent les policiers. Enfin, quand on en discute avec eux, c'est que, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un millefeuille de politiques sécuritaires qui sont mis en place en fonction du gouvernement qui arrive. Hier, la ZSP, les QRR aujourd'hui, et qu'en fait, à chaque fois, tout devient prioritaire. Et qu'on ne sait plus en fait ce qu'on doit traiter en priorité. Et en fait, ça donne en fait il y a une certaine perte de sens du métier parce qu'on fait plus confiance aux agents qui occupent le terrain et qui connaissent très bien leur circonscription, et qui savent très bien les thématiques qu'ils doivent aller occuper. Je veux dire, on a besoin de personne pour nous dire qu'à tel ou tel endroit il y a un trafic de stupes et on sait très bien régler le problème. C'est pas en interpellant 10 fois par jour le même dealer qu'on va complètement éteindre le point de stup. Il faut faire confiance aux policiers. Il faut taper tout azimut, occuper le terrain. Pour occuper le terrain, il n'y a pas de secret. Vous êtes obligé d'y mettre des effectifs. Et donc, du coup, comme on dit, 2015-2022, moins 30, je veux dire, c'est extrêmement parlant. Je ne suis pas là pour opposer les forces aux forces. Je veux dire, quand on a des unités d'appui, pour que tout le monde comprenne, c'est un véhicule de police qui va être dédié à occuper un secteur donné. Il est indispensable, ce véhicule, si on veut traiter cette thématique-là. Parce que les gens, ils ont besoin de la présence de la police dans les quartiers pour justement montrer que la police est à l'œuvre dans la lutte du trafic de stupes, ou alors quand il y a des séries de vols de violence dans un secteur. Mais ça, si vous utilisez votre police secours, elle ne pourra pas être dédiée à cette unité, parce qu'elle doit répondre aussi aux appels de police secours, plus toutes les doléances qu'elle doit traiter en permanence. Vous avez aussi les bacs. Enfin, je ne vais pas faire l'ensemble des unités, mais on n'a pas la ressource aujourd'hui qui permet de traiter toutes les thématiques en même temps. Donc le point, je veux dire, vous demandez une priorité. Si on doit parler de priorité, c'est le recrutement. Merci beaucoup. Pardon. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, si Monsieur Tuisa. Merci Madame la Présidente. Alors, quelques réponses que j'essaie de faire rapides. Alors, sur la capacité de l'administration dans l'éducation nationale à mettre en marche l'ensemble des dispositions, en tout cas, qui permettraient à la Seine-Saint-Denis de mieux aller dans le terme du service public d'éducation. Je pense que ça passe d'abord par une transparence qui n'existe pas à l'heure actuelle au niveau des chiffres. J'en ai cité un exemple dans mon propos liminaire tout à l'heure sur la question du remplacement. Il me semble que n'importe quel citoyen et quelle citoyenne a le droit de savoir et a le droit d'exiger de la part de l'éducation nationale une transparence, et la transparence la plus absolue concernant les chiffres du remplacement et du non-remplacement dans un département ou dans un autre. Là, c'est le cas de la Seine-Saint-Denis parce que la problématique est particulièrement sensible, mais c'est la transparence, elle réside effectivement elle est un des fondements, en tout cas, de la réponse que pourrait apporter l'administration dans l'éducation nationale. En termes de priorité, la priorité peut-être dans l'éducation nationale la plus absolue, c'est celle sans doute de l'accueil et de la santé du public scolaire en Seine-Saint-Denis.
Parce que lorsqu'on a un médecin pour 12 à 13 000 élèves, comme l'avait pointé le rapport, lorsqu'on a une pénurie de personnel santé sociaux, 50 postes d'infirmiers et d'infirmières n'étaient encore pas pourvus ou étaient découverts en octobre 2021. C'était un comptage qu'on avait fait au niveau de l'intersyndicale. Et 22 établissements du second degré n'avaient pas d'assistante sociale. Sans compter les dizaines, évidemment, de postes qu'il faudrait pour répondre aux besoins du département. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je pense que, d'une manière générale, le suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers, quel qu'il soit, est extrêmement important. Je pense en termes d'inclusion scolaire, le département de la Seine-Saint-Denis compte un très grand nombre de notifications de la MDPH, par exemple. Il faudrait à minima un doublement des postes d'enseignants référents et des référentes pour assurer un meilleur suivi de la scolarité de ces élèves. Développer les places nécessaires aussi dans les établissements spécialisés, les ITEP, les EREA, qui ne sont pas faites. Donc il y a tout un pan qui lie l'école et la protection de l'enfance, en tout cas, qui reste encore, je ne dirais pas impensé, mais sous-dimensionné dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et enfin, sur le turnover, alors la prime d'attractivité, la prime dite de fidélisation a été un geste pensé comme fort par le département, effectivement, pour les personnels qui y étaient éligibles. Néanmoins, la question de l'accès au logement en région parisienne, spécifiquement pour les agents de la Seine-Saint-Denis, reste quand même très importante. La FSU demande par exemple le doublement de l'indemnité de résidence pour les fonctionnaires d'État. Par ailleurs, il y a des agents et des agentes pourtant directement au contact du public qui ne sont pas dans l'éducation éligibles à la prime. Je pense aux personnels administratifs qui suivent les élèves à la DS2N par exemple, ou d'autres personnels également. Merci. Merci. Je veux bien prendre la parole, merci. Pour rebondir aussi sur votre question sur les priorités, en fait, je fais exactement le même constat que M. Germer, à savoir que dans la justice, aujourd'hui, tout devient prioritaire. Et on parle beaucoup du droit pénal et de la répression, mais je veux également parler de la justice civile, puisque comme l'a très bien souligné Monsieur le bâtonnier, le 93, c'est un département où il y a beaucoup de populations fragilisées et qui en demande de justice, c'est-à-dire d'être soutenues, ou qu'en tout cas, il y a un équilibre qui soit rétabli. C'est le cas notamment en matière locative, c'est le cas en matière de surendettement. Sauf qu'aujourd'hui, quand on habite en Seine-Saint-Denis et qu'on est en situation de surendettement, on met 2 ans à voir son juge du surendettement, ce qui est complètement inacceptable. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, je ne peux pas répondre à votre question de savoir quelle est la priorité en matière de justice, puisque tout devient prioritaire. Quel type de mobilisation ? Ça aussi, c'est une question qui nous pose problème. C'est bien pour ça qu'on a publié une tribune dans un journal très médiatique, puisqu'on a le sentiment qu'en fait, notre hiérarchie n'est pas en capacité en fait, de répondre à nos demandes. On peut se poser la question aussi du fait qu'il n'y a pas d'autonomie budgétaire, notamment du Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe qui nous représente, nous, les magistrats, et qu'en fait, les crédits qui sont accordés à la justice en France sont votés par les députés. Donc, j'ai envie de me retourner vers vous et de vous dire, on a besoin de vous, nous, la justice, on a besoin que vous votiez des augmentations de budget pour qu'en fait, on ait plus d'effectifs, que ce soit au niveau des magistrats ou au niveau des fonctionnaires de greffe, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Et Dieu sait qu'on retourne le problème dans tous les sens et que les organisations sont pensées, repensées. Encore une fois, ça me fait exactement penser à ce que vous décriviez dans la police. C'est à partir du moment où on renforce un service qui est très en souffrance, ça veut dire qu'on prive un autre service de ses effectifs. Et donc, c'est un cercle vicieux. Et il faut absolument des moyens plus fort, et ça pose aussi la question peut-être de quel type de service public on veut en France. Parce qu'encore une fois, ce que vous voyez, ce qu'on est en train de dire, c'est que tous les services publics sont en train d'être vidés de leur sens. Maître Guénim. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais répondre à la question de Monsieur le député Cornu-Gentil. Votre question, c'est que faire, quelle mobilisation ? Je crois que l'échange que nous venons d'avoir pendant une demi-heure est vraiment révélateur de ce que nous pourrions faire. La solution, à mes yeux, est d'abord une rupture avec le mode de gouvernement et de gouvernance actuelle. Il faut que, définitivement, on prenne en compte l'avis et les propositions formulées par des gens de terrain. On ne peut plus continuer, comme c'est le cas aujourd'hui dans le domaine de la justice, à appliquer des décrets publiés le jour même pour le lendemain. On a eu, par exemple, sur l'aide juridictionnelle, pendant les 2 dernières années, 3 décrets qu'il fallait appliquer le lendemain, avec tout ce que cela suppose
comme mobilisation, comme formation et comme information des fonctionnaires, des avocats et de tous ceux qui interviennent. Nous avons un vivier d'associations, nous avons des syndicats. Un État moderne, un État démocratique est un État attentif aux préoccupations des citoyens et des justiciables au quotidien. C'est vers cela que nous devons tendre. Tant qu'on continuera à travailler à travers des approches technocratiques et complètement détachées des réalités que nous vivons quotidiennement, nous ne progresserons pas. Merci beaucoup. Je vais devoir prendre les dernières questions puisque les délais sont très contraints. Monsieur Kokwendo, le co-rapporteur. Merci, Madame la Présidente, et je remercie encore une fois, comme mes autres collègues, le groupe GDR d'avoir initié cette discussion ce soir. Très heureux que, avec mon collègue François Cornu-Gentil, ce rapport ait fait autant de bruit et suscité autant d'intérêt. L'intérêt était évidemment, je dirais, ressenti par tous parce que ce rapport était en même temps premier du genre et suscite beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir qui peut-être quelquefois peut, je dirais, conduire l'impatience de nos concitoyens sur les mesures à mettre en place et que ce soit tout de suite applicable et tout de suite donner ses effets. Donc, je pense déjà qu'il faut donner du temps au temps. Donc, moi, je suis très heureux d'avoir, avec mon collègue François Cornu-Gentil, fait ce rapport. Et je tenais aussi à vous dire combien j'ai été intéressé par vos discours, chacun d'entre vous. Discours à la fois éclairantes, engagés. Donc, merci pour ces mots et ça nous permettra effectivement, ce que je l'espère, continuer ce travail un peu plus tard. On vous a donc posé des questions de savoir comment accélérer les propositions d'une solution globale qui puisse vous satisfaire et satisfaire nos concitoyens en même temps sur nos territoires et pour vous, pour être un peu plus harmonieuse. Bon, on constate également que malgré l'apport politique de ce rapport, vous avez également vous-même des difficultés à nous donner des solutions précises. Donc, c'est ensemble que nous devons construire les solutions. Et donc, Madame Munoz, vous avez parlé tout à l'heure que vous avez l'impression que les services de l'État ou d'autres services qui sont en charge de la réponse politique, c'est-à-dire les collectivités, c'est-à-dire les communes, le département, la région, ne travaillent peut-être pas tous ensemble. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que on peut avoir des retards sur certaines problématiques. Alors moi, ma question elle va être simple. Comment voyez-vous, comment peut-on améliorer ce travail, puisque vous êtes du terrain, comment peut-on améliorer le travail sur ces thématiques, que ce soit la justice, parce que vous avez parlé de justice, éducation, santé, merci, que ce soit la police, il faut qu'on puisse avancer sur les sujets qui vous tiennent à cœur et qu'on puisse apporter des réponses concrètes. Monsieur Lagarde. Merci. Merci Madame la Présidente. D'abord à mon tour, je veux remercier le groupe GDR et puis nos collègues Kokwendo et Cornu-Gentil de ce qu'ils ont fait, parce que ça fait 20 ans que j'ai l'honneur d'être dans cet hémicycle, ça fait 20 ans que tous les députés de Seine-Saint-Denis qui se sont succédés, quelle que soit leur couleur politique, crient le fait que dans notre département, il n'y a pas d'égalité républicaine. C'est pas quelque chose qui date de ce mandat. Il n'y a pas d'égalité républicaine. C'est un vain mot et c'est inutile de pleurer sur à la fois des dérives délinquantes ou des dérives intégristes ou d'autres dérives, puisqu'en réalité, l'absence d'égalité républicaine conduit à ce qu'on entend là, des fonctionnaires qui sont à la fois héroïques et désespérés parce qu'ils ne sont jamais entendus, des parlementaires qui parfois sont un peu lassés de répéter les mêmes choses. Et je veux vous remercier parce que ce sont deux députés en dehors de la Seine-Saint-Denis qui ont enfin fait entendre que notre département est maltraité par la République, est mal aimé par la République. Et je trouve ça invraisemblable d'ailleurs que ce débat ne puisse pas avoir lieu plus souvent, plus longtemps. Et je fais confiance à nos collègues extérieurs, puisque nous, on ne sera jamais entendus là-dessus. On a l'impression toujours d'être des pleureuses. On n'est pas des pleureuses, on est en train de constater quelque chose de désespérant pour tous ceux qui vivent, qui travaillent, qui se défoncent pour ce département. Et je veux dire à notre collègue Kokwendo, c'est vraiment pas l'absence de travail entre les collectivités locales qui pose problème et entre les collectivités locales et l'État, parce qu'il y a une chose que j'ai apprise quand j'ai été élu à 33 ans en Seine-Saint-Denis,
c'est qu'on est tellement dans la mouise, pour être poli, qu'il n'y a pas de différence politique entre les uns et les autres. Et j'ai des collègues avec qui ce sont des adversaires politiques, mais pour autant, quand on traite les sujets, on les traite parce que de toute façon, on n'a pas le choix et qu'on a les mêmes problèmes. Juste 2 choses sur les priorités que vous avez évoquées. Moi, je pense que la première priorité pour fidéliser les fonctionnaires, parce que c'est essentiel d'avoir des fonctionnaires fidélisés, c'est le logement. On ne peut pas demander à un enseignant arrivant de La Réunion, j'ai été maire longtemps, de devoir être logé 3 jours après dans le département sans qu'on soit capable de l'accueillir. On ne peut pas ne pas lui favoriser alors que les prix sont invraisemblables. Collègues, On a les problèmes sur les... Je vais juste terminer, Madame la Présidente, d'une phrase. On a le même problème sur les avocats. Je ne parle même pas des policiers. Pour ce qui est des greffiers, Madame la procureure, j'en ai connu aussi quelques-uns qui se trouvent dans des situations invraisemblables, dans les cités les pires de la Seine-Saint-Denis, et qui sont reconnus au tribunal. La priorité, elle est là. Tout le reste n'est que question de moyens et de volonté. Nous disions, il y a 3 ans, qu'on voulait au moins la même chose que les autres départements. Ce n'est toujours pas le cas dans tous les domaines. Vous venez d'en témoigner. Monsieur Testé. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, j'avais une question très brève pour nos 2 intervenants justice-police. Avec le maire de Clichy-sous-Bois, auprès duquel je suis élu municipal, on plaide beaucoup pour un rapprochement entre la police et la justice en termes de locaux, mais aussi forcément par ricochet de délais. Donc on préconise la présence de magistrats dans les commissariats, pourquoi pas à titre expérimental. Je voudrais donc savoir comment vous percevez cette mesure. Merci beaucoup pour votre concision. Monsieur Villefranc. Merci Madame la Présidente. Je suis extérieur au département de Seine-Saint-Denis, mais là, et je ne nie pas l'intensité qui vient d'être illustrée au niveau d'un certain nombre de services publics. Intensité bien évidemment préoccupante, entendue et au moins, à défaut d'être vécue par l'ensemble des Français. Mais justement, l'ensemble des Français vivent aussi dans d'autres territoires et à des échelles certes différentes que celles d'un département, mais dans des poches de pauvreté, dans les poches d'absence de services publics. Et à ce titre, je retiens avec beaucoup d'attention votre témoignage sur l'importance de la transparence entre les administrés, d'une part, les agents des services publics et l'État, ses représentants hiérarchiques, et une demande de transparence que, et vous me le confirmerez, que j'interprète comme un besoin de confiance dans l'exercice des fonctions régaliennes, à la fois telles qu'elles sont dictées par l'autorité régalienne, mais telles qu'elles sont reçues sur le terrain et appliquées, et intelligemment appliquées sur le terrain par les fonctionnaires, quels qu'ils soient. Et à défaut, effectivement, de la vision technocratique que vous dénoncez. Donc, transparence veut dire bien pour vous confiance dans le dialogue social et dans la progression des solutions que l'ensemble des professions sont amenées à déployer auprès de leurs interlocuteurs de l'État. Quant aux moyens, bien, c'est une question abrupte, mais brute en même temps, en termes de moyens pour les services publics. À ce titre, je crois qu'il n'y a pas de débat sur ce champ, si vous le permettez, en soulignant qu'il ne faudrait pas qu'une politique à l'intention d'un département légitime ne floute l'ensemble des efforts à l'intention des autres territoires. Merci, cher collègue. En quelques mots, s'il vous plaît, Maître Guénim. Sur la proposition donc de présence de magistrats au sein des commissariats, moi je n'y vois absolument aucune opposition, sauf que je vous indique, monsieur le député, que nos magistrats, Madame Munoz en parlera mieux que moi tout à l'heure, nos magistrats aujourd'hui n'arrivent même pas à faire leur travail au quotidien. Ils sont sollicités outre mesure. Et donc, on peut penser à de telles initiatives, bien évidemment, celle d'organiser des rencontres qui mettraient en présence, y compris notre profession, pour trouver des solutions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des magistrats et des personnels de greffe qui sont écrasés par le poids du nombre de dossiers qu'ils ont à traiter. Donc, il est difficile, dans ces conditions, d'envisager de telles alternatives. S'il n'y a pas de mesures urgentes qui sont prises pour véritablement doter, et enfin, le service public de la justice des moyens adéquats, on restera dans la difficulté.
On a été particulièrement surpris d'entendre monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux indiquer que la justice avait été réparée en raison du recrutement de quelques centaines ou de quelques milliers de contractuels. Ce n'est pas sérieux. On a le sentiment de vivre dans un autre monde. Merci beaucoup. Monsieur Guermer. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai parlé tout à l'heure du sens du métier de policier. Je pense que c'est très, très important parce que aujourd'hui, quand un policier s'interroge sur l'action qu'il mène, ça veut dire quand même qu'il y a un gros problème dans cette mission régalienne. Je reviens encore là-dessus, mais encore une fois, c'est vraiment cette instrumentalisation de l'institution policière par le politique à des fins parfois électorales. Qui fait qu'en fait le policier a l'impression de répondre à la commande plutôt que de faire son travail, qu'on lui fasse confiance. J'entends le mot régalien depuis tout à l'heure. En Seine-Saint-Denis, on voit de plus en plus de communes s'équiper de police municipale. Ça veut dire que les élus répondent à une demande de la population, d'avoir une offre de sécurité importante. Et donc ça veut dire que pour le coup, l'État se désengage de cette mission régalienne qui est la sienne, d'assurer la sécurité de tous les concitoyens. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de priorité, en fait, c'est pas vraiment une priorité. Si je dois parler de mes fonctionnaires, des fonctionnaires que je représente aujourd'hui, ça va être plutôt, malheureusement, j'ai bien compris qu'on essayait un petit peu de ne pas trop parler des conditions de travail, et pourtant c'est une thématique qui doit être primordiale. Un petit mot et une pensée pour les 12 collègues qui aujourd'hui ont décidé de mettre fin à leur jour quand même depuis le début de l'année. Nous sommes... j'ai même plus la date, mais merci. Voilà, 12 fonctionnaires qui ont décidé de nous quitter, ça veut dire quelque chose. Alors, même si on n'a pas en Seine-Saint-Denis, mais ça veut dire que d'une manière globale, dans l'institution policière, il y a un problème qu'on a du mal à régler. Voilà, c'est ce que je voulais vous répondre. Merci beaucoup. Madame Munoz. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'on vous parle beaucoup de souffrance au travail, on vous parle beaucoup de nos manques de moyens. Encore une fois, moi, je pense qu'il faut que ça soit clair et que ça soit dit que la plupart des personnes qui travaillent dans le service public, et d'autant plus en Seine-Saint-Denis, le font par vocation. Et qu'en fait, on n'est pas, comme vous disiez, en train de pleurer. Non, mais je comprends très bien cet argument, qu'on n'est pas en train de pleurer pour nous. Mais en fait, on pleure parce qu'on voulait servir l'État. Et on se rend compte qu'on en a honte. Et moi, j'aimerais vraiment parler de ce sentiment. Voilà, on a honte aujourd'hui d'être magistrat de Seine-Saint-Denis, de rendre la justice qu'on rend. Alors, moi, j'aimerais beaucoup, et je pense aussi que mes collègues du parquet allaient dans les commissariats, mais en fait, on n'a même pas le temps de participer aux réunions partenariales qui sont pourtant fondamentales et qui permettraient aussi de recréer du lien et surtout de la confiance. Et je pense que cette confiance, elle n'existe plus entre partenaires et elle n'existe plus de la part de la population. Et nous, c'est bien ce qu'on a dit. On comprend qu'aujourd'hui, les Français et les Françaises n'aient plus confiance en la justice, ce qui est quand même extrêmement grave que ce soit des magistrats qui fassent ce constat-là. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Tuisa. Merci Madame la Présidente. Sur la question que posait Monsieur le député tout à l'heure sur les synergies entre les collectivités locales, territoriales et l'État, c'est pas un problème de manque de synergie, hormis peut-être quelques usages qui font que les calendriers ne sont pas toujours bien alignés. C'est essentiellement un problème de sous-dimensionnement. Je reprends par exemple l'une des 4 mesures dédiées au volet éducation du plan L'État plus fort en Seine-Saint-Denis. L'affectation de 20 millions d'euros supplémentaires de soutien à l'investissement public à raison de 2 millions par an pendant 10 ans. Donc 20 millions d'euros que met l'État sur la table, ce qui est une somme effectivement importante, mais finalement peu en comparaison de ce que mettent des collectivités territoriales dont c'est la compétence. Je pense au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis qui fait un plan éco-collège de rénovation d'1 milliard sur 10 ans, 2021-2030, où 8 nouveaux collèges devraient être bâtis et 43 rénovés. Donc on voit bien qu'il y a quand même une problématique de sous-dimensionnement en termes simplement de moyens. Par ailleurs, sur l'autre question qui concernait la transparence par rapport à l'administration, si l'on veut faire un État plus fort en Seine-Saint-Denis, si on veut faire du plus d'État, du mieux d'État en Seine-Saint-Denis, puisque c'est une expression qui revient souvent, peut-être d'abord faudrait-il commencer par ne pas l'affaiblir en prenant des mesures qui sont dans le dossier de presse présenté le 31 octobre 2019.
Je voyais, moi, quand j'ai découvert, hein, je suis tombé de ma chaise, hein, je le dirais, parmi les 4 mesures du volet éducation du plan État plus fort en Seine-Saint-Denis, il y avait notamment l'extension à tout le département du dispositif du choix de l'école. Cette association, qui est un faux-né de l'Institut Montaigne, par exemple, dont on sait qu'il n'a pas pour politique de faire de la bombance en termes de service public, hein, eh bien, sur son site, hein, cette association qui n'a publié d'ailleurs depuis 2015 aucun rapport annuel, j'insiste là-dessus, ni sur ses activités, ni sur ses financements, affirme que 50% des collèges de la Seine-Saint-Denis ont accueilli un ou une enseignante contractuelle du programme. Bon, ce n'est pas en pavant le chemin d'officines aux intérêts privés qu'on va renforcer l'État en Seine-Saint-Denis. Alors même si, effectivement, j'entends les autorités académiques à Créteil se défendre sur le fait qu'il s'agit d'une trentaine, là encore la transparence est quand même assez faible, mais une trentaine de stagiaires et de personnel contractuel, pardon. Si on veut faire du plus d'État, ce n'est pas en passant par des officines aux intérêts privés. Merci. Donc, Madame, Messieurs, je tiens à vous remercier d'avoir participé à nos travaux. Avant la prochaine séquence, la séance est suspendue pour 1 minute. La séance est reprise. La parole est à Madame Nadia Hay, ministre déléguée chargée de la ville. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. J'ai envie de dire presque comme d'habitude, de se retrouver ici à l'Assemblée nationale, mais surtout sur un sujet aussi important que l'avenir de ce beau département qu'est la Seine-Saint-Denis, un département dynamique, jeune et plein de ressources qui ont été trop longtemps inexploitées, j'allais dire même depuis plusieurs décennies. Le gouvernement, depuis maintenant presque 5 ans, au grand discours, nous préférons une ambition nouvelle et c'est celle-ci, celle du président de la République, que nous avons traduite en mesures concrètes et à la hauteur des enjeux et des attentes légitimes de ce territoire. Les travaux parlementaires issus du rapport Coquendo-Cornu-Gentil ont permis d'adapter la réponse gouvernementale. Le travail interministériel relatif au plan d'action sur 10 ans
de l'État pour la Seine-Saint-Denis s'inscrit dans la poursuite des engagements du Président de la République sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville du 22 mai 2018. Et ceci témoigne de notre engagement politique en faveur de ces quartiers et de ce département et de ses habitants. Ce sont autant d'actions qui ont été menées et renforcées pour remettre les territoires au cœur de notre pacte républicain. Et avec le comité interministériel des villes qui s'est tenu le 29 janvier dernier, durant la crise sanitaire, nous avons tenu à aller plus loin pour l'attractivité des quartiers et pour l'émancipation de chaque habitant qui y vit. Pour rendre ce territoire attractif, nous devons permettre aux habitants d'avoir un cadre de vie amélioré. Ceci passe évidemment par des services publics en nombre suffisant et des fonctionnaires expérimentés. Le Président de la République a annoncé le 25 avril 2019, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, le déploiement d'un réseau de services publics polyvalents qui sont les maisons France Service. Et la Seine-Saint-Denis comptabilise à ce jour 15 espaces France Service, dont 3 itinérants, notamment à Noisy-le-Grand, à Sevran, à Saint-Denis, à Bagnolet ou encore à Saint-Ouen. De plus, afin de stabiliser les agents de services déconcentrés de l'État, une prime de fidélisation spécifique d'un montant de 10 000 € versé après 50 services révolus a été mise en œuvre pour rendre ce territoire attractif dans des parcours professionnels individuels. Un État plus fort répond aux enjeux sanitaires d'accès aux soins. Et c'est pourquoi le plan prévoit le soutien à l'investissement d'aménagement des hôpitaux et à l'installation d'équipements lourds comme le projet hospitalo-universitaire Grand Paris Nord, la modernisation également des urgences hospitalières pour améliorer l'accueil des patients d'ici 2024 et un projet de groupement hospitalier du territoire Grand Paris Nord-Est. Et pour répondre à l'enjeu d'attractivité et du renforcement du maillage des professionnels de santé sur le territoire, nous avons mis en place une aide à l'installation des structures d'exercice collectif, 12 maisons de santé pluriprofessionnelles qui ont pu bénéficier de ce soutien. Il y a eu également la mise en place d'une mission d'appui aux centres de santé municipaux pour rendre ces centres plus accessibles et plus efficients. À cet enjeu d'attractivité s'ajoute l'enjeu de la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, qui a fait l'objet de nombreuses mesures en 2020 et 2021, en commençant par un engagement de 10 millions d'euros qui sont dédiés au déploiement des permanences d'accès aux soins de santé dans les établissements hospitaliers, dont chacun sait que cela bénéficie aux publics les plus précaires. S'engager sur l'enjeu d'attractivité, c'est aussi assurer la sécurité et la tranquillité des habitants. Le ministère de l'Intérieur s'est engagé sur la durée du quinquennat à augmenter significativement le renfort de policiers sur l'ensemble du département, comme d'ailleurs sur l'ensemble du territoire national. Je rappelle l'objectif national qui est de créer 10 000 forces de police et de gendarmerie dans les territoires. Et la Seine-Saint-Denis a bénéficié d'un renfort de 337 policiers du corps d'encadrement et d'application. Et depuis l'arrivée de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, ce sont 2 QRR qui ont vu le jour, un à Saint-Ouen et un à La Courneuve, pour renforcer aussi les équipes en place. Et ce sont 71 fonctionnaires supplémentaires création de 71 postes de fonctionnaires qui sont dédiés. Le plan prévoyait également l'affectation de 100 OPJ supplémentaires en 2020 et 2021. Et avec l'action du ministre, ce sont 133 OPJ supplémentaires qui vont venir renforcer les effectifs. Un objectif, en tout cas, de création de postes bien largement dépassé. Et en même temps, parce qu'il faut assécher ce qui peut constituer un vivier de recrutement des trafiquants en tout genre et des séparatistes, eh bien, nous menons une action déterminée en faveur de la prévention spécialisée, qui, je vous le rappelle, est une compétence des départements, non pas celle de l'État. Eh bien, l'État est venu en soutien aux départements et la Seine-Saint-Denis n'est pas en reste, car sur les 600 postes d'éducateurs et médiateurs formés à la prévention spécialisée, 72 éducateurs et médiateurs, rien que pour la Seine-Saint-Denis, pour constituer finalement des bataillons de la prévention qui vont être déployés qui ont commencé à être déployés sur 5 communes.
Et parce que le pendant d'une sécurité assurée, c'est une justice renforcée, eh bien, nous agissons également pour plus de justice, une justice efficace et des moyens financiers qui suivent. Et le projet d'extension du tribunal judiciaire de Bobigny avance et il sera prêt pour 2025, comme s'est engagé le Premier ministre. L'objectif également de création de 35 postes de greffiers, soit une augmentation de 15% des effectifs, ainsi que la pérennisation de 12 postes de magistrats supplémentaires dans les juridictions, a été tenue dans le département. Et enfin, la question du renouvellement urbain, pour boucler cette question de l'attractivité, bien évidemment que la liste est loin d'être exhaustive, mais en tout cas, s'agissant du plan État-fort en Seine-Saint-Denis, eh bien, nous avons augmenté considérablement les moyens pour la rénovation urbaine. Et pour le département, ce sont 2 milliards d'euros, sur les 12 milliards d'euros, 2 milliards qui seront consacrés et qui ont déjà été alloués au département de Seine-Saint-Denis. Nous avons également renforcé la lutte contre l'habitat indigne grâce au recrutement de 5 inspecteurs de salubrité supplémentaires et la nomination en 2020 d'une sous-préfète en charge spécifiquement de ce sujet. Évidemment, nous avons l'humilité de dire que la question de l'habitat indigne n'est pas réglée pour autant en Seine-Saint-Denis, mais en tout cas, nous avons commencé à mettre des moyens assez significatifs pour enclencher finalement une dynamique inversée, c'est-à-dire de redonner de la dignité aux habitants du département. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous avant de finir mes propos, c'est l'émancipation. Je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire que l'émancipation, elle passe par 2 leviers, celui de l'éducation et celui de l'emploi. D'abord, pour l'éducation, la réussite éducative, nous en sommes convaincus. La réussite éducative des enfants et des jeunes, c'est un pilier très fort de cette politique d'émancipation. Et là aussi, nous intervenons pour que finalement cette promesse républicaine soit tenue par une offre éducative de qualité. Je crois que ça, c'est extrêmement important dans des territoires en difficulté et qui tiennent compte des spécificités territoriales. C'est pourquoi en Seine-Saint-Denis, 100% des classes CP, CE1 en REP et REP+, 100% des classes de grande section en maternelle en REP+, ont été dédoublées. Cela représente plus de 30 000 enfants sur le département. Nous avons interrogé les professeurs sur cette mesure. 82% d'entre eux dénotent une meilleure dynamique de la classe et reconnaissent des meilleures conditions d'apprentissage. Et c'est vrai que nous avons eu l'occasion, je pense, toutes et tous ici, de le constater dans vos circonscriptions ou dans les visites ministérielles que j'ai eu à effectuer. Une ambition éducative, elle est aussi portée par les cités éducatives, et la députée Sylvie Charrière connaît très bien le projet puisqu'elle a travaillé aussi pour le mettre en place. Eh bien, c'est un projet qui est mis, un dispositif en lien ministère-ville, ministère de l'Éducation nationale, pour accompagner finalement chaque enfant dans son parcours éducatif depuis la plus petite enfance jusqu'à son insertion professionnelle, où là aussi, c'est une méthode de travail qui lie l'ensemble des acteurs d'un territoire, l'éducation nationale, les associations, l'État évidemment aussi, pour réfléchir à un vrai projet éducatif de territoire qui, là aussi, identifie les besoins et met en place des solutions. C'est un dispositif qui est très largement plébiscité par les acteurs et notamment les élus locaux. En Seine-Saint-Denis, 9 cités éducatives sont déjà labellisées. Pour le ministère de la Ville, c'est un budget de 4 millions d'euros par an, auquel nous venons de labelliser samedi dernier Bobigny, Romainville et Saint-Ouen, dans le cadre de la 3e vague de labellisation des cités éducatives. Je le rappelle qu'il y en a aujourd'hui 200 maintenant en France avec cette nouvelle labellisation. L'autre fer de lance de notre action porte sur l'emploi et nous en avons fait une priorité de la relance. Et il est inconcevable que le lieu de résidence empêche une personne de trouver un emploi et c'est pourquoi dans le cadre du plan Un jeune, une solution, nous avons renforcé le dispositif des emplois francs pour apporter aussi une réponse à la crise et que les jeunes des quartiers notamment puissent bénéficier de cette dynamique. Dans le cadre du plan Un jeune, une solution, ce sont 35 000 jeunes qui ont été accompagnés, 133 millions d'euros qui ont été engagés. Sur la garantie jeune, uniquement un peu moins de 3 600 jeunes en bénéficient de cette garantie jeune dans les 14 missions locales du département.
Et sur la même année, c'est-à-dire en 2021, 1653 emplois francs. Donc, c'est tout autant de jeunes qui ont été embauchés par ces dispositifs. Nous avons également quasiment doublé le nombre de contrats d'apprentissage sur les 2 dernières années qui viennent de s'écouler. Et nous avons labellisé 4 établissements publics territoriaux de la Seine-Saint-Denis en cité de l'emploi qui vont bénéficier pour chacun d'eux 100 000 euros, de cette enveloppe de 100 000 euros, pour là aussi créer une alliance entre les collectivités, les opérateurs de l'État, les missions locales, les associations, tous les acteurs de terrain, les acteurs économiques, pour aller identifier les publics les plus éloignés de l'emploi et les amener vers les solutions que nous mettons en œuvre. C'est une labellisation aussi qui date de 2021 et donc la mise en œuvre est en train de s'opérer et elle entre en phase opérationnelle dès 2022. Il faut évidemment être à l'écoute des territoires. C'est la ministre de la Ville qui vous le dit, qui en est convaincue, mais vous l'êtes évidemment tout autant. Et c'est ce que nous avons fait avec la recentralisation du financement du RSA. Nous étions un certain nombre lors de la signature de cette convention qui lie le gouvernement et le département de Seine-Saint-Denis. C'est une expérimentation. Et donc, dès cette année, le département pourra libérer 40 millions de marge de manœuvre financière par an pour pouvoir justement travailler sur l'emploi, notamment dans le département, et qui vise évidemment tous les publics qui sont en insertion ou en réinsertion professionnelle. Là aussi, l'État est engagé très fortement pour mener cette dynamique de l'emploi aux côtés des collectivités. Pour conclure mes propos liminaires, mais je ne doute pas que nos échanges, évidemment, vont se poursuivre sur les thématiques qui ont été abordées, j'ai juste envie de vous dire et de vous réaffirmer l'engagement du gouvernement dans ce plan pour la Seine-Saint-Denis, pour ce département qui compte plus de 33 QPV sur 36 quartiers. Donc, pour vous dire à quel point c'est un département qui est concerné par la politique de la ville. Et bien plus globalement, ce plan pour la Seine-Saint-Denis, c'est une vision, un cap, permettre à chaque citoyen de prendre sa place dans la République. Une méthode, c'est coproduire avec les acteurs locaux, avec une mobilisation interministérielle, et puis des résultats, parce qu'il faut avoir un impact réel et positif dans le quotidien des habitants des quartiers. Je rappelle juste qu'il date de 2019, ce plan. Il est en réalité en œuvre depuis deux années pleines. On a des résultats qui sont concluants, d'autres effectivement sur lesquels nous y travaillons. Mais en tout cas, nous avons cette humilité de dire que la tâche est grande, elle est importante, elle est immense, mais la détermination est là de l'ensemble du ministère, des ministères mobilisés pour répondre aux attentes très fortes des habitants de Seine-Saint-Denis. Nous leur devons évidemment cette action et aux côtés des élus locaux. Voilà ce que je voulais vous dire en propos introductifs, et donc je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaitez poser. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Madame la Ministre. Nous en venons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions et des réponses est limitée à 2 minutes, sans droit de réplique. Je compte sur vous. Monsieur Stéphane Peu, au nom du groupe Gauche démocrate et républicaine. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Très rapidement, je vais me concentrer sur un sujet. Le grand mérite du rapport Coquando-Cornu-Gentil, c'était de dire que sur 3 missions régaliennes de l'État, l'éducation, la police et la justice, ce rapport a objectivé le fait qu'il y avait, oui, en Seine-Saint-Denis, une rupture d'égalité républicaine et que ce département avait, par les politiques successives des gouvernements successifs, donné moins aux habitants de ce département qu'à tous les autres habitants du territoire national. Et que, en dépit des politiques de la ville et des politiques dérogatoires que vous avez citées, en dépit de cela, les faiblesses des politiques de droit commun, notamment sur les missions régaliennes de l'État, ne compensaient jamais ce qui était octroyé par les politiques dites de politique dérogatoire. Alors ma question est simple, parce que les 3 intervenants qu'on a auditionnés tout à l'heure l'ont confirmé à leur manière, police, justice, éducation. Aucun correctif de discrimination de moyens n'a été effectif ces dernières années, ni même depuis la mise en place du plan État fort en Seine-Saint-Denis. En 2007,
On cite souvent cette date en raison de la RGPP. Il y avait 700 policiers de plus en Seine-Saint-Denis qu'il y en a aujourd'hui, en dépit de l'accroissement de la population. En janvier 2016, il y avait 53 magistrats au parquet. En janvier 2022, il y aura 53 magistrats au parquet, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un de plus. Et en dépit du nombre d'affaires beaucoup plus important. Et dans l'éducation nationale, c'est la même chose. Alors j'ai envie de vous dire, le rapport Coquendo-Cornu-Gentil et le plan État-fort en Seine-Saint-Denis ne résument pas tout à une question de moyens. Mais Madame la Ministre, les moyens, c'est un préalable. Quand allez-vous, avec ce gouvernement, décider enfin de remettre la Seine-Saint-Denis à niveau en termes d'effectifs pour la police, la justice et l'éducation, pour que la population de ce département soit progressivement traitée à égalité avec les autres habitants du territoire national? Merci, cher collègue. Madame la Ministre, je vous en prie. Oui, monsieur le député Stéphane Peu, nous sommes d'accord sur le constat que vous venez de dresser sur le constat passé, sur la faiblesse justement des missions régaliennes et de ce droit commun qui n'était pas présent à la hauteur des enjeux et des besoins de Seine-Saint-Denis. Ce que nous faisons aujourd'hui depuis 5 ans, c'est essayer de rattraper le retard qui a été cumulé depuis des décennies. Il ne date pas de 2017, monsieur Peu. Il ne date pas de 2017. Moi, je reprends juste les chiffres des magistrats, parce que vous citez la question de la justice. Stéphane Peu, les moyens de la justice. Sous le gouvernement Sarkozy, c'était moins 102 magistrats. Sous le gouvernement d'Hollande, la présidence d'Hollande, c'est à peine plus de 27 magistrats. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, c'est plus 698 magistrats. De même que sur l'éducation nationale, 113 emplois d'enseignants ont été attribués pour le premier degré. Mais je parle de la Seine-Saint-Denis, monsieur. Alors, à l'échelle nationale. Mais il y a une répartition. De toute façon, par exemple, si je prends juste l'exemple de Bobigny, il y a eu une création de 14 postes de magistrats entre 2016 et 2021. 14 postes. Là, on est bien sur les chiffres de Seine-Saint-Denis. Moi, je veux bien effectivement qu'on fasse cet état des lieux sur les besoins de Seine-Saint-Denis. Et je ne suis pas là pour vous dire qu'on a réglé tous les problèmes et que tout a été réglé par les mesures que nous avons prises. Mais en tout cas, on a entendu l'audition précédente sur les chiffres et nous ne sommes pas d'accord. Nous voyons une augmentation des forces de police supplémentaires. Nous voyons l'implantation de 2 QRR supplémentaires. C'est bien un renforcement de forces de police sur le terrain. Mais là-dessus, on va avoir une bataille de chiffres sur laquelle nous ne serons pas d'accord. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous garantir, c'est sur cette question de rupture d'égalité républicaine que vous avez soulevée, nous en faisons tout autant le constat que vous. Par contre, les moyens que nous mettons en place aujourd'hui, c'est pour inverser la dynamique, comme je vous le disais tout à l'heure dans mes propos liminaires. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Rodrigue Coquendo, au nom du groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Merci également Madame la Ministre. Je vais revenir effectivement remercier aussi notre collègue Stéphane Peu et le groupe GDR d'avoir initié ce débat ce soir. Alors moi je vais poser quelques questions, mais avant j'aurais peut-être à rappeler certaines choses. Donc vous l'avez rappelé également dans votre discours, dans vos propos préliminaires, c'est depuis le 31 octobre 2019, à la suite donc de notre rapport avec François Cornu-Gentil, rapport d'évaluation et de nos préconisations, ainsi que le rapport fait par la préfecture, et le plan L'État plus fort en Seine-Saint-Denis a été présenté par Monsieur le Premier ministre. 2 ans après son lancement, la presque totalité des mesures qui ont été engagées et certaines commencent à produire leurs effets. Sur les moyens consacrés à la sécurité et à la justice, ce plan a financé le recrutement d'officiers de police, de greffiers et de magistrats supplémentaires, ainsi que la création de nouveaux quartiers de reconquête républicaine, comme vous l'avez rappelé, et la rénovation, voire la construction programmée de structures judiciaires et de police. Concernant l'aspect éducatif de ce plan, 62% des écoles de Seine-Saint-Denis sont désormais en zone d'éducation prioritaire et bénéficient pleinement des mesures nouvelles prises par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse,
à savoir la scolarisation obligatoire dès 3 ans, le dédoublement des classes, le plan mercredi, les petits déjeuners à l'école ou le programme Devoirs faits. De plus, des mesures incitatives ont été mises en place pour le recrutement du personnel éducatif et des investissements ont été réalisés avec une ambition affirmée de continuer à œuvrer pour la justice sociale. Ainsi, Madame la Ministre, ma question est la suivante, ou mes questions sont les suivantes. Quel premier bilan peut-on tirer de la mise en œuvre de ces mesures sur le département de la Seine-Saint-Denis, alors que nous avions pointé la difficulté de l'État à concevoir des outils adaptés pour solutionner les problématiques du territoire, malgré le financement et la mise en place d'une politique publique ciblée, comment notre rapport d'évaluation et le plan L'État plus fort en Seine-Saint-Denis ont-ils permis de surpasser ces difficultés que nous avons citées dans des conditions satisfaisantes? Et pensez-vous qu'ils puissent être des références pour d'autres départements? Merci, cher collègue. J'ai Madame pas la fini. ministre. Est-ce que je peux... J'avais pas fini, Madame la Présidente. Ah, si vous aviez fini. Bon, juste la dernière. La coopération entre acteurs de l'éducation scolaire et périscolaire au sein des cités éducatives a-t-elle permis de renforcer des prises en charge éducatives en lien avec la famille? Je vous remercie, Madame la Ministre et Madame la Présidente. Merci. Madame la ministre, je vous en prie. Oui, monsieur le député Rodrigue Coquendo, d'abord, je voudrais saluer tout le travail qui a été fait dans le cadre de votre rapport que vous avez rendu avec monsieur Cornu-Gentil et plus largement, vraiment, pour votre engagement en faveur des quartiers au quotidien. Vraiment, je tiens à saluer tout le travail que vous faites et votre engagement. Depuis 2017, les moyens qui ont été mis en œuvre pour accompagner l'accompagnement des élèves les plus défavorisés font vraiment l'objet d'une préoccupation aujourd'hui constante et interministérielle, j'ai envie de dire. Donc c'est l'éducation nationale, évidemment, qui a cette question éducative, mais elle concerne tous les ministères. Et s'agissant des quartiers prioritaires, évidemment, le mien est tout autant impliqué. Preuve de notre engagement envers les élèves et les familles de Seine-Saint-Denis, en cette rentrée scolaire 2021, ce sont aujourd'hui, pour le premier degré, 113 emplois d'enseignants qui ont été attribués. Finalement, ces effectifs supplémentaires permettent de finaliser le dédoublement des classes de CP et de CE1 et poursuivre le dédoublement des grandes sections. Aujourd'hui, plus de 2000 classes sont dédoublées en Seine-Saint-Denis. Tout à l'heure, je parlais de 30 000 enfants. Et en nombre de classes, c'est 2000. Ce sont 2000 classes qui sont concernées. C'est aussi améliorer significativement le taux d'encadrement des élèves. On compte en moyenne 22 élèves par classe pour celles qui ne sont pas dédoublées, mais avec des taux d'encadrement généralement bien en deçà de ces chiffres dans les écoles de l'éducation prioritaire. Et depuis 2017, plus de 1460 emplois en moyens d'enseignement ont été attribués au département au cours des dernières années. J'ai les chiffres sur les 5 dernières années, si vous le voulez, je pourrais vous les communiquer. Et ces dotations ont permis, entre autres aussi, des points d'amélioration sur la capacité de remplacement, de renforcer l'accueil des enfants de 2 ans et de créer des emplois dédiés à la prise en charge d'enfants qui ont des besoins particuliers. Le département a reçu une dotation aussi de 103 emplois supplémentaires à la rentrée 2021 pour améliorer les conditions d'enseignement de l'offre éducative, confirmant ainsi la priorité donnée au premier degré de Seine-Saint-Denis. Et vous faisiez allusion aussi au travail avec les familles, et notamment dans le cadre des cités éducatives. Il y a tout un déploiement qui est fait, tout un travail qui est engagé, qui inclut justement pleinement les parents d'élèves dans l'éducation scolaire de leurs enfants. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur François Cornu-Gentil, au nom du groupe Les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous avez écouté les intervenants précédents. Vous avez dû sentir le hiatus ou la rupture ou le gouffre qu'il y avait entre leur intervention et la vôtre. D'un côté, ils décrivent effectivement une sorte d'effondrement du service public, avec des questions très graves qui sont posées aussi bien par les policiers que par les magistrats, qui s'interrogent sur le sens même de leur mission. Ils ont l'impression qu'ils se sont engagés dans le service public au nom d'une vocation et que les conditions dans lesquelles ils remplissent cette mission ne sont pas conformes à l'idée qu'ils ont de la mission du service public. Je pense qu'ils ont prononcé des phrases extrêmement graves tout à l'heure.
Alors, vous donnez des éléments de même langage sur l'émancipation, l'attractivité. Oui, le gouvernement fait des choses. Tous les gouvernements ont fait des choses. Voilà. Et vous aussi bien ou aussi mal que les précédents. C'est pas ça le sujet. Là, on est face à une problème de rupture de la République qui appelle une mobilisation très forte et par-delà les clivages politiques. Alors moi, j'aurais deux demandes à vous faire en réalité. Je crois que le rapport que nous avons fait avec Rodrigue Coendo a provoqué un électrochoc. On n'a pas cherché à désigner des coupables, hein, et là, je ne vous pointe pas du doigt, je veux simplement qu'on prenne tous en compte la réalité. Il y a eu une forte mobilisation à partir de notre rapport. Très sincèrement, j'ai l'impression que cette mobilisation, qui était forte du temps d'Édouard Philippe, l'est moins aujourd'hui. Donc la première demande que je vous fais en tant que ministre de la Ville, c'est de remobiliser vos collègues et de remobiliser le Premier ministre. Ce sera un travail utile. Et la seconde demande, elle porte, c'est les chiffres et le bilan. J'aimerais qu'on puisse disposer vraiment d'un bilan très précis des 23 mesures pour dire qu'est-ce qui a été fait, en partie, pas du tout, pour quelles raisons. Et sur les chiffres, il faut aller jusqu'au bout du débat. C'est-à-dire quand il y a des arrivées supplémentaires, il faut aussi déduire les départs, parce que sinon on ne sait pas de quoi on parle. Donc je voudrais un bilan très chiffré pour la police, pour la magistrature, incluant effectivement les effectifs arrivés, mais incluant également les départs pour savoir de quoi l'on parle. Merci, chers collègues. Monsieur le député Cornu-Gentil, les chiffres que vous demandez, vous les aurez évidemment, vous les fera parvenir poste pour poste. Par contre, j'aimerais revenir sur votre intervention, votre première début de votre intervention, où finalement vous nous faites quand même un certain procès sur l'effondrement des services publics, comme si vous l'attribuez finalement à cette majorité. En tout cas, c'est ce que j'entends dans votre intervention. En fait, moi, ce que je tiens juste à vous rappeler, c'est que, vous savez, quand on détruit des postes de policiers et de gendarmes, c'est pas 5 ans qu'il faut, et c'est pas le remplacement poste pour poste qui fera qu'on va résoudre ce problème. Quand on supprime un poste, non mais moi je vous réponds, quand on supprime 12 500 postes de policiers et gendarmes comme l'a fait votre majorité quand elle était en responsabilité, c'est pas 10 000 postes, c'est pas 12 500 postes, c'est peut-être le double pour retrouver la restructuration et réorganiser les services, et notamment de sécurité intérieure. Et quand vous dites que le Premier ministre, notamment peut-être le Premier ministre qui vient d'arriver, Jean Castex, en responsabilité depuis un petit peu moins de 2 ans, et qu'il n'est pas mobilisé sur la question, c'est quand même lui qui a augmenté le nombre de QRR, c'est quand même lui qui était en responsabilité quand on a augmenté, encore une fois, le budget de la police et de la gendarmerie d'1 milliard d'euros supplémentaires. C'est lui aussi qui était en responsabilité quand nous avons augmenté les moyens de la justice. Je rappelle que sur les 2 dernières années, depuis l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti, c'est plus de 16% du budget justice qui a été là aussi réaffirmé, cette question de l'autorité de justice de proximité. Le ministère de la Ville a vu là aussi une progression de son budget de plus de 20% sur ces 2 dernières années. Moi, je veux bien ensuite qu'on parle de désengagement de l'État, d'un effondrement des services publics quand on fait ce constat-là, mais il faut aussi rappeler l'action qui a été celle du gouvernement pour répondre à une déstructuration, à une inertie aussi de la part de ceux qui nous ont précédés. Maintenant, je vous le disais tout à l'heure, notre tâche aujourd'hui, nous la conduisons avec beaucoup d'humilité, mais surtout avec beaucoup de détermination pour reconstruire tout ce qui a été déconstruit. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Lagarde, au nom du groupe UDI Indépendant. Oui, merci Madame la Présidente. Pardon, Madame la Ministre, du propos lapidaire. Bon, je n'ai pas envie de débat politicien comme celui que je viens d'entendre. Je me fiche de ce qui s'est passé avant. Moi, j'ai grandi, je vis et je continue à me battre en Seine-Saint-Denis. Et très franchement, je n'ai pas eu le sentiment que ce quinquennat ait amélioré les choses, pas plus que les précédents. Qu'est-ce que c'est que la Seine-Saint-Denis? C'est 2,5 fois plus de personnes qui vivent en QPV. C'est 3 fois plus d'enfants qui sont en ZEP que partout ailleurs. C'est 30% de médecins en moins, c'est 2 fois plus de pauvreté qu'ailleurs, et c'est le département le plus délinquant de France. Voilà ce que c'est que la Seine-Saint-Denis. En face de ça, François Cornu-Gentil le rappelait, on a un État qui est défaillant, qui a rompu avec l'égalité républicaine, pas depuis 5 ans, depuis 25 ans, 30 ans, même quand j'étais môme, c'était déjà comme ça. Et simplement, ce qu'on essaye de faire, c'est que, et c'est le cri de tous les élus de Seine-Saint-Denis, quelle que soit leur couleur politique, donnez-nous la même chose qu'ailleurs. Moi, je fais un rêve, c'est qu'on n'ait plus le ministre de la Ville en face de nous quand on parle de la Seine-Saint-Denis, parce qu'on aurait les mêmes politiques qu'ailleurs. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de votre faute, ni à vous personnellement, ni à votre majorité.
On a moins de magistrats. Alors, vous nous parlez des 14 magistrats. Les 14 magistrats, ils ont été donnés par M. Urvoas quand il était garde des Sceaux comme remplaçant, puis on a fini par les pérenniser. Ils étaient déjà là il y a 5 ans, 6 ans, pour rattraper le retard, parce que pour divorcer, pour voir un juge des divorces, il fallait plus de 2 ans pour la première audition. C'est ça la réalité. Donc on n'est pas à la hauteur, pas à l'échelle. Je ne dis pas que vous allez créer des magistrats en 30 secondes, mais aujourd'hui, il manque entre 60 et 80 magistrats, il manque entre 150 et 200 greffiers. Nos interlocuteurs de tout à l'heure le disaient. Vous dites on a fait un effort de rattrapage. C'est vrai, il y a 20 millions donnés aux collectivités locales pour essayer d'aider à construire des écoles, 40 communes, 500 000 par commune. C'est ça ce que ça veut dire. Pour construire une école, ça fait une classe par ville, pendant qu'il y a 100 millions que l'État s'est accordé pour ses propres bâtiments. Les bacs, elles ont été renforcées. Je posais la question en 2018. Elles n'ont pas été renforcées par des effectifs supplémentaires. Vous me parlez de 337 policiers en plus. Je ne sais pas où ils sont. Moi, j'en ai pas vu un de plus dans le commissariat de Drancy. Simplement, on a déshabillé les brigades pour mettre des gens dans les bacs. La santé et les hôpitaux, c'est catastrophique. On a découvert à l'occasion de la crise sanitaire qu'il y a moins de places de lits de réanimation en Seine-Saint-Denis, alors que la population est plus pauvre et offre des polypathologies, qu'il n'y en a dans les Hauts-de-Seine ou à Paris. Au niveau des spécialistes et des généralistes, ça devient catastrophique. On a des quartiers entiers sans plus un seul généraliste. Il y a une action là-dessus, d'ailleurs, de l'État, mais qui mettra du temps à se faire jour. Je termine, Madame la Présidente, en vous disant, Madame la Ministre, que au titre des politiques normales, le fait qu'on ne puisse plus avoir accès à la préfecture pour demander un titre de séjour quand on n'est pas capable d'avoir un ordinateur ou de lire et écrire le français est un scandale. Qu'il n'y ait pas d'APEC, d'association pour l'emploi des cadres en Seine-Saint-Denis, alors qu'il y en a partout ailleurs, comme s'il n'y avait pas de cadres en Seine-Saint-Denis ou qu'on était condamné à la non-mixité sociale, est un scandale. Et qu'on a un besoin urgent de moyens pour lutter contre la subdivision pavillonnaire, parce qu'après les ghettos des immeubles, nous sommes en train d'avoir des ghettos dans les quartiers pavillonnaires avec des marchands de sommeil. Il n'y a pas que les permis de louer, il y a d'autres choses. Il faut arriver à contrôler la population. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. François Cornu-Gentil et M. Kawakendo disaient dans le rapport, on ne sait pas combien il y a d'habitants en Seine-Saint-Denis, c'est en train de s'aggraver. Merci. Madame la ministre. Oui, je n'ai pas de question de la part du député Lagarde, donc je vais essayer de répondre à ce que je... Oui, mais en même temps, vous savez, monsieur le député Lagarde, ça fait des décennies qu'on fait des constats. Ça fait des décennies. Moi, je suis arrivée ici, quand j'étais parlementaire à vos côtés, en 2017, on faisait des constats. On arrive et vous êtes restés sur le mode constat. Eh bien, nous sommes dans l'action, vous voyez, et c'est peut-être ça qui nous différencie. Vous voyez, c'est peut-être ça, c'est qu'on nous sommes en responsabilité et nous sommes dans l'action. Et vous savez tout comme moi, monsieur le député Lagarde, que quand on décide de créer une maison de santé, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut aller recruter, il faut attirer les médecins aussi dans un territoire. Il faut attirer les médecins pour aller s'installer au quartier Lanoux, où j'étais tout à l'heure à Bagnolet, ou encore à Bobigny, où j'étais il n'y a pas très longtemps, monsieur le député Lagarde. Il faut créer de l'attractivité de ces territoires pour attirer justement ces publics, ces populations, ces professionnels dont nous avons tant besoin. Eh bien, c'est ce que nous faisons quand nous réinvestissons l'hôpital. C'est ce que nous faisons quand nous mettons en place ces accès aux soins à travers le pass dont je parlais tout à l'heure, un investissement aussi qui se chiffre à plusieurs millions d'euros, 10 millions d'euros pour l'accès aux soins. Donc, et quand vous parlez là aussi des services publics, c'est ce que nous faisons, de réinvestir ces territoires qui ont été désertés par la République à travers l'installation des maisons France Service qui permettent justement l'accès aux droits et d'éviter la rupture des droits de ces habitants dans les quartiers. C'est ce que nous faisons quand nous rendons là aussi ces maisons France Service itinérantes à travers des bus comme à Noisy-le-Grand qui vont en bas des tours. C'est exactement notre action, elle se situe à ce niveau-là. Je parlais tout à l'heure de promesses républicaines, je peux aussi vous parler de faire vivre la République dans nos quartiers, et c'est là aussi, nous le faisons avec les élus au quotidien, nous le faisons aussi avec des acteurs de terrain, les associations, et fort heureusement, ils ne font pas le constat accablant que vous faites, cette position de victimisation permanente de ces habitants qui est insupportable pour la ministre que je suis, elle est encore plus insupportable pour ces acteurs associatifs et pour ces habitants des quartiers qui veulent une chose, c'est qu'on les voit comme des habitants normaux qui aspirent à vivre normalement. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ne vous énervez pas, monsieur Peu, c'est ce que nous faisons aujourd'hui quand nous réinvestissons ces territoires, quand nous allons avec l'ANRU à coût de millions d'euros, là aussi, intervenir pour leur donner un cadre de vie digne de ce que nous leur devons aujourd'hui. Monsieur Peu, la ministre répond.
Monsieur Ramadier, je vous en prie, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, 2 ans après les annonces faites par le Premier ministre de l'époque, nous attendons, nous parlementaires de Seine-Saint-Denis, de tous les bords politiques, et c'est à souligner, les effets des mesures chocs qui avaient été annoncées. Car il est plus que difficile de constater aujourd'hui sur le terrain des améliorations significatives, et les propos des orateurs de la table ronde précédente nous le confirment. Alors moi, j'aimerais vous questionner sur 2 points particuliers. Le premier, c'est sur les absences de professeurs non remplacés. La perte des cours sur l'ensemble de la scolarité des enfants de Seine-Saint-Denis était estimée dans le rapport de nos collègues à 1 année. Je crains malheureusement, vu le nombre d'interventions que j'ai dû faire depuis le début de la mandature, qu'il n'y ait pas eu d'amélioration significative de ce côté. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelle action concrète le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour résoudre ce problème? Je vous ne parle pas non plus des AESH. J'ai posé une question au gouvernement il y a très peu de temps. La ministre, ce jour même, me disait « Je viens chez vous le lendemain ». J'ai lui adressé un courrier le 26 octobre qui n'a toujours pas eu de réponse. Dans ma ville, il y avait 30 enfants sans réponse d'AESH. Le deuxième est venu. On a essayé de trouver quelques solutions, mais il y a vraiment un déficit. Donc on arrête de dire que l'école est inclusive, qu'on arrête de dire qu'on fait tout pour les enfants handicapés, ce qui n'est pas la réalité des choses. Un petit point sur le problème des effectifs de police. En 2021, le commissariat de Bondy, qui est dans ma circonscription et qui couvre également la ville des Pavillons-sous-Bois, a perdu 18 agents de police. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment se fait-il que nos commissariats subissent des pertes d'effectifs? Est-ce qu'on prend des effectifs dans les commissariats pour les mettre dans d'autres dispositifs? Donnez-nous des explications. Madame la ministre, je reconnais qu'il y a eu un retard cumulé important, qui est le fait de toutes les majorités. Et je crois que l'ensemble de nos collègues sont bien d'accord là-dessus. Simplement, vous êtes aux affaires. Il y a eu des engagements forts du Premier ministre, je me rappelle, à un déjeuner à Matignon avec l'ensemble des parlementaires, de droite comme de gauche. Maintenant, à vous de répondre. Merci, cher collègue. Madame la ministre, je vous en prie. Effectivement, vous avez raison, monsieur le député Ramadier, à nous de répondre, là aussi, encore une fois, sur une situation qui n'est pas nouvelle, sur une situation dont nous héritons et dont certains aussi de vous héritent, qui viennent d'être élus sur cette dernière législature. Vous avez là aussi listé un certain nombre de sujets sur la question des AESH. Je n'ai pas la situation que vous décrivez actuellement, mais moi, ce que je peux vous dire, ce qui est fait sur les AESH, sur la question de l'école inclusive, sur le territoire national, c'est plus de 19,5% aujourd'hui d'élèves qui sont entrés dans ce dispositif d'école inclusive. C'est 400 000 élèves qui sont en situation de handicap et qui sont accueillis. Il y a eu là aussi une amélioration du statut des AESH. Après, on peut dire effectivement qu'on peut faire beaucoup plus rapidement. Mais la vérité, c'est que la situation, le statut des AESH s'est amélioré pour 125 000 d'entre eux. Et je crois que ça aussi, c'est important de le rappeler. 1300 classes Ulysse ont été créées sur ce quinquennat, 250 structures dédiées à l'autisme sur tout le territoire. Là aussi, vous voyez, on peut toujours dire qu'on peut faire plus vite. Eh bien, nous faisons vraiment, nous essayons de rattraper ce retard, mais encore une fois, en 5 ans, on ne peut pas faire de miracle. Il y a finalement, et d'ailleurs dans vos interventions respectives, le feu partout. Eh bien, nous essayons justement des urgences à tous les niveaux. Elles sont partout. Très franchement, je crois que le gouvernement a montré que là-dessus, il était à la manœuvre. Et sur la question des forces de police, effectivement, nous ne sommes pas d'accord. Là, j'ai un état sur les effectifs de police sur le département. Au 31 décembre 2021, nous sommes à 4 244 policiers sur le terrain. En 2017, monsieur Peu, non, je vous parle de 2017, nous étions à 3 900... Oh, monsieur Peu, sur un autre ton. Monsieur Peu, vous n'avez pas la parole. Monsieur Peu, vous n'avez pas la parole. Non, mais monsieur Peu, vous n'avez pas la parole. J'ai pas dit 2017, j'ai dit 2017. Oui, vous 700 policiers en moins. Mais nous sommes d'accord avec vous, parce qu'on vous dit, mais alors on ne peut, monsieur Peu,
on ne peut être que d'accord avec vous, parce que la suppression de postes de police et de gendarmerie sur tout le territoire national, c'était pendant ce quinquennat qu'elle a eu lieu. Le rattrapage qui a été fait, reconnaissons aussi ce qui a été fait précédemment sur... Non. Là, j'ai les chiffres. S'il vous plaît, on va pas rentrer dans un 4244 débat. par rapport à Veuillez conclure, Madame la 3990. On ne peut pas dire que ça a baissé. Donc, si après on rentre dans une bataille de chiffres, on peut le faire. Mais en tout cas, les quartiers de reconquête républicaine, c'est nous. L'amélioration des équipements et des conditions de travail des forces de police, c'est nous. C'est ce gouvernement, monsieur le député Lagarde, c'est ce gouvernement aujourd'hui qui travaille pour le rattrapage des véhicules. Et je peux vous dire que c'est un élément extrêmement important dans les conditions des forces de l'ordre. Le paiement des heures supplémentaires, en tout cas le paiement du stock des heures supplémentaires, c'est aussi ce gouvernement. Évidemment, on peut dire qu'on ne fait pas assez, mais en tout cas, l'action, elle est là et elle est déterminée. La parole est à Monsieur Villefranche. Monsieur Villefranche, vous seul avez la parole. Monsieur Villefranche, vous avez la parole, je vous en prie. Une parole extérieure à la Seine-Saint-Denis qui va peut-être rétablir un petit peu de sérénité. 30 ans de politique de la ville, Madame la Ministre, effectivement, 30 ans derrière vous, 30 ans de contractualisation dans tous les domaines, entre l'État et les communes, puis aujourd'hui entre l'État et plus particulièrement les intercommunalités, et 30 ans où, sur les compétences de l'État, il y a quand même de plus en plus de déport de responsabilités et d'appel de moyens vers les collectivités locales. Alors évidemment, ces collectivités locales, ils prennent les projets de contrat sur la santé, les projets de contrat sur la sécurité publique, les projets de contrat sur l'éducation, parce que ça pousse. Ça pousse sur le terrain, les besoins sociaux sont là, s'expriment, et les populations, bien évidemment, sont extrêmement sensibles à des améliorations en ce domaine. Mais pour avoir ça, il faut faire ça dans le contrat. Pour avoir ça, il faut aussi sortir des sous et sortir de plus en plus de sous. C'est comme ça que ça se passe. Ici, il faut sortir la vidéoprotection de plus en plus. Ici, il faut sortir une maison de justice avec l'appoint de la logistique municipale. Ici, il faut sortir la cité éducative que vous préconisez, mais avec une majoration des soutiens pédagogiques de la commune. Ici, pareil pour le contrat de santé. Et tout cela, au bout du compte, on est dans une contractualisation aujourd'hui totalement pervertie qui fait cracher les collectivités de plus en plus. Oui, fait cracher les collectivités de plus en plus, même avec un soutien de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il convient de réviser totalement cette contractualisation et d'assumer la plénitude des responsabilités de la nation sur les compétences régaliennes? Merci, cher collègue. Madame la ministre. Monsieur le député Villefranche, nous pouvons toujours améliorer, gagner en efficacité, gagner en agilité en améliorant la contractualisation. Et d'ailleurs, je me réjouis là aussi du projet de loi qui va devenir une loi 3DS qui a bénéficié d'une CMP conclusive grâce au travail des deux assemblées pour permettre de la différenciation, de la décentralisation dans nos territoires et de la différenciation. C'est ce que demandent nos collectivités territoriales. Et grâce à cette loi qui vient d'être adoptée en CMP, ça va être encore d'autant plus facile et évident et renforcer ce partenariat État-collectivité. Finalement, ce sont les collectivités qui appellent de leur vœu cette nouvelle contractualisation, cette nouvelle méthode. Ce sont elles, qui demandent à ce que l'on fasse confiance au territoire, parce que finalement, ce qui se passe à Rouen est peut-être différent de ce qui se passe à Aubervilliers ou même de ce qui se passe au Rincy ou même à Trappes. C'est des territoires qui sont complètement différents, et donc les collectivités nous demandent plus de souplesse et d'agilité. Donc oui, nous allons aller vers beaucoup plus de décentralisation, comme ce que nous demandent les collectivités. Nous allons aller davantage sur la déconcentration aussi de nos politiques et des moyens vers les services de l'État local, et pour faire de la différenciation de territoire. Et oui, nous assumons finalement donner suite aux vœux pieux
qui étaient pieux, des collectivités et leur permettre finalement de faire ce qu'elles ont envie de faire sur leur territoire. Et quand on parle de déport sur les collectivités territoriales, moi je ne pense pas que la recentralisation du RSA soit un déport. Au contraire, je crois que c'est une mesure de solidarité que le gouvernement a exprimée pour le département de Seine-Saint-Denis. Quand nous déployons des éducateurs et des médiateurs spécialisés sur le terrain, qui est de la compétence des départements, on n'a pas la prétention de se substituer à leurs compétences, mais en tout cas, on a l'honnêteté de dire que face à l'ampleur de la tâche sur la délinquance de plus en plus juvénile qui frappe aujourd'hui les jeunes de nos quartiers et de nos territoires, eh bien, nous allons renforcer et être aux côtés des collectivités pour mener cette prévention spécialisée et redonner du sens à la vie de nos jeunes, et particulièrement dans les quartiers. Et enfin, sur les investissements des collectivités territoriales, moi, je ne peux pas vous dire qu'on est en train d'assécher quand, justement, toutes les dotations, enfin, pratiquement toutes, sont en augmentation. La DSU, elle est en augmentation. La DSIL, elle est en augmentation. La DGF a stagné pendant 5 ans. La DPV a stagné pendant 5 ans. Et nous avons mis vraiment fin à des années de baisse de ces dotations aux collectivités territoriales. Et le plan de relance, il va au territoire. Et oui, c'est du co-investissement, parce que qui de mieux que l'élu local pour savoir exactement ce qu'il faut dans sa commune. Merci Madame la Ministre. Le débat est clos. Prochaine séance demain à 9 h. Question orale sans débat. La séance est levée.